Donc bienvenue à la conférence sur les clés du bonheur et de l'apaisement, qui sera animée ce soir donc, par Anne Van de Zande, ici présente. Donc Anne qui est conférencière, coach, formatrice en développement personnel, psychothérapeute, elle a beaucoup de casquettes, et qui est pour la première fois donc, chez nous à Saint-Martin. Donc merci à vous tous d'être parmi nous ce soir. Merci infiniment à Anne d'avoir accepté de rejoindre notre île pour quelques jours. Merci également à son assistant Alex, qui s'est absenté mais que vous avez tous, je pense, entreaperçu tout à l'heure à l'entrée. Donc Anne est venue avec son assistant. Donc je prends quelques instants pour me présenter pour ceux que je ne connais pas, même si j'en connais pas mal parmi vous. Donc je suis Laure Francillette, j'habite à Saint-Martin où je suis arrivée quand j'étais bébé. Donc, je suis arrivée, j'avais à peine un an, un peu plus d'un an. Et l'an dernier, j'ai suivi 2 stages de développement personnel avec Anne Van de Zande, coup sur coup. Au départ, je ne devais en suivre qu'un. Donc voilà Alex que je vous présente, l'assistant de Anne. Bonsoir Alex. Qui a réapparu. Donc voilà, donc j'ai suivi 2 stages coup sur coup avec Anne. Donc au départ, j'étais partie pour en faire un, qui m'a tellement apporté et plu que je suis repartie. Donc j'ai refait un aller-retour Saint-Martin-Paris et sud de la France pour en faire un deuxième. Et puis au cours d'une discussion assez informelle, d'ailleurs, après mon premier stage avec Anne, on a émis toutes les deux l'idée qu'elle puisse éventuellement venir à Saint-Martin, elle me disant qu'elle était mobile, Anne est donc d'origine belge, habite en France et donc est assez mobile sur l'Europe. Et voilà, donc on a émis l'idée qu'elle vienne effectivement à Saint-Martin pour proposer donc ses ateliers et ses stages sur l'île. Donc moi, voilà, je vous en parlerai peut-être, c'est pareil, c'est sûr d'ailleurs, plus en détail tout à l'heure, n'est-ce pas Anne? Mon expérience m'a tellement apporté que quand on en a parlé effectivement avec Anne, ça m'a tout de suite enchantée parce que je me suis dit que j'aurais envie de partager en fait ce que j'ai vécu avec mes proches et ma famille dans un premier temps, et aussi les habitants de l'île, pour pouvoir permettre en fait que sur l'île il y ait des choses de ce type, des expériences qui sont assez incroyables pour ceux qui vont faire d'autres choses avec Anne, vous allez vous en rendre compte, qui soient donc accessibles sur l'île sans qu'on ait effectivement à partir, moi qui ai dû effectivement partir pour pouvoir bénéficier de ces expériences. Donc voilà, j'ai eu envie effectivement, c'est une première pour moi, d'organiser donc la venue de Anne ici. Donc voilà ce qui nous amène ici aujourd'hui, voilà ce qui a amené Anne et Alex jusqu'à Saint-Martin ce soir. Et pour vous présenter rapidement le programme de la soirée, donc ce soir Anne va vous proposer une conférence donc, sur les clés du bonheur, et elle va vous présenter juste après son programme, donc l'ensemble de son programme à Saint-Martin. Donc rapidement, juste pour vous résumer en fait son programme, il y aura donc la conférence ce soir, donc c'est le démarrage du programme. Ce week-end il y a un atelier samedi et un atelier dimanche, donc c'est le week-end du 1er mai. Un atelier samedi sur l'estime de soi et un atelier dimanche sur la communication non violente. Donc je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits. Et un petit peu le clou de la venue de Anne, c'est le stage en immersion résidentielle de 3 jours qui dure tout le week-end du 8 mai, qui s'appelle le voyage des héros et qui se déroulera à la plénitude à Friars Bay. Merci encore à Isabelle pour son aide sur l'organisation de ce stage, donc Isabelle qui tient donc la plénitude. Donc voilà, après la conférence, vous pourrez poser quelques questions, on verra en fonction du temps qu'on a, à Anne, sur l'ensemble des événements donc, qui sont proposés donc, sur la suite du programme. Je viendrai vous apporter aussi ma propre expérience du stage de 3 jours que j'ai fait, qui a été en fait le premier stage que j'ai réalisé avec Anne l'année dernière. Les inscriptions ont déjà commencé pour les ateliers et pour le stage, mais on met à disposition en fait un stand pour les dernières inscriptions pour ceux qui le souhaitent parmi vous. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui hésitaient encore, qui voulaient rencontrer Anne et voir comment se passait la conférence pour choisir ce à quoi ils voulaient participer. Donc ce sera le moment pour les dernières hésitations de s'inscrire en fin de conférence. Donc il y a Anne, Alex et moi qui seront aussi disponibles à la fin de la conférence pour que vous puissiez poser des questions, on va dire, plus personnelles, vous ne voulez pas poser en groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter chacun aussi en fin de conférence. Donc voilà, j'en ai terminé. Anne, je te laisse la place. Merci.
À moi aussi de vous dire que je suis ravie d'être là. J'ai déjà pu profiter 2 jours de votre belle île. Donc j'ai déjà pris des couleurs. Et je suis vraiment ravie d'être là. Et je remercie à mon tour Laure pour toute son implication dans l'organisation de cet événement. Et voilà, donc pour moi, cette soirée est vraiment importante. C'est un moment de partage. Vous allez voir que je vais vous mettre un petit peu à contribution. Et l'idée pour moi est de partager vraiment avec vous ce soir des clés que j'ai pu glaner moi, que j'utilise, des réflexions qui peuvent vous servir sur votre propre chemin. Donc voilà, en un temps court, on va essayer d'avancer ensemble. Alors, avant de commencer, quand même, je vais me présenter brièvement. C'est la moindre des choses. Donc, je pense que mon nom, vous le connaissez, c'est Anne Van Mezan. Effectivement, je suis belge et j'habite dans le sud de la France depuis une dizaine d'années. Ce qui me paraît important de vous dire, c'est que moi, j'ai très tôt eu comme vocation, je vais le dire comme ça, ou comme désir puissant, d'accompagner les autres, d'accompagner des personnes avec comme idée profonde qui était là en moi, d'apaiser la souffrance. C'était vraiment ce qui était comme programme. Et donc j'ai terminé très tôt mes études supérieures. Et donc j'ai naturellement fait la psychologie derrière, avec beaucoup de frustration. Je vous avoue que pendant mes études, ça n'apportait pas du tout ce que j'avais espéré, c'était très théorique, et voilà. Donc j'ai terminé très tôt ces études-là aussi, et du coup j'ai vraiment expérimenté plein d'outils. Donc toujours en psychothérapie, et j'ai moi-même suivi évidemment de psychothérapie, et donc j'ai fait ça quelques années. Je me suis rapidement installée aussi dans l'accompagnement, et après quelques années, j'avais toujours à l'intérieur de moi une frustration, quelque chose de l'ordre d'une insatisfaction chronique, je vais le dire comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, mais vraiment quelque chose de l'ordre de j'ai tout pour être bien et je ne le suis pas réellement. Donc ça donne quoi? Ça donne, j'avais aucune raison de me plaindre, fondamentalement. Voilà, j'étais en bonne santé, j'avais une famille, des amis, un boulot que j'aime et que j'adore, pas de soucis majeurs, donc vraiment une privilégiée. Et malgré ça, quelque chose qui ne s'apaisait pas en moi. Alors que j'ai fait du travail sur moi, j'ai commencé très tôt, parce que moi à 17 ans j'étais déjà et dans des stages et dans un travail personnel, donc j'avais des outils. Donc raison de plus pour me demander ce qui se passait, et d'avoir quand même ce regard intérieur et être capable de me dire mais voilà, il y a quelque chose qui ne s'apaise pas. Et là, pendant un moment, j'ai eu cette attitude intérieure de faire de plus en plus de choses pour essayer de m'apaiser. Donc plus de formation, plus de travail, me disant que peut-être ça ira mieux quand, essayer de vivre intensément, parce qu'il y a un programme comme ça en moi. Moi j'ai été élevée comme ça, donc je suis née de 2 parents entrepreneurs, on fait beaucoup de choses, donc beaucoup dans l'action, et quand même, à la limite, c'était pire. C'est-à-dire qu'il y a un programme à l'intérieur qui continuait à être vraiment comme si je courais après quelque chose, je ne savais pas trop quoi moi-même. Et par la même occasion, comme j'accompagnais déjà des personnes, je voyais le même programme chez eux. Donc je me dis, tiens, je ne suis pas toute seule, bonne nouvelle. Et là, j'ai commencé à vraiment me dire, mais comment est-ce que je peux prétendre accompagner des personnes si, pour aller bien, ou pour aller mieux, ou en tout cas pour trouver des clés pour s'apaiser, si moi-même, je ne les trouve pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, c'est là qu'a commencé tout un chemin qui est sorti un peu des rails. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, je vais l'annoncer comme ça, j'ai investi sur moi. C'est vraiment cette envie d'aller trouver pour moi-même
un chemin qui me permette non pas de m'asseoir dans la chaise du bonheur définitivement, mais en tout cas de trouver des zones où, voilà, où je puisse... voilà. Donc, alors je ne vais pas énoncer ça, ça n'a pas d'importance. Un chemin spirituel et j'ai été voir, j'ai été naviguer, j'ai été très curieuse, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est pas parce que j'ai fait beaucoup de choses que ça a été mieux, mais simplement parce que dans ce beaucoup de choses, il y a eu pour moi vraiment des lumières. Hein. Il y a eu à certains moments donnés des compréhensions, des déclics, des choses qui ont vraiment permis qu'un chemin s'amorce réellement. Parce qu'on peut faire un chemin intérieur dans sa tête. Vous savez sûrement ça. On peut travailler beaucoup avec sa tête, on peut beaucoup comprendre de choses. Et sans pour autant s'apaiser. Donc, moi j'ai fait ça beaucoup. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû faire ça aussi. Et donc l'idée a été vraiment de suivre ce chemin-là. Et je suis toujours sur ce chemin, nous y sommes tous, il n'y a pas de fin. Hein. Mais par contre, mon idée ce soir, c'est juste de partager avec vous, ne fût-ce que quelques éléments, quelques clés, quelques réflexions qui vont permettre pour chacun, même si je pense qu'il n'y a rien de nouveau pour la plupart en termes d'informations, mais peut-être que la façon d'organiser ces informations, ou de les entendre aujourd'hui, d'une autre façon, avec d'autres exemples, pour certains va déjà permettre d'intégrer quelque chose. Donc voilà l'idée. Alors, le thème du bonheur, il est évidemment assez bateau, hein, le bonheur. Alors, et pourtant, quand même, moi, je pense que si je vous demande à tous, après quoi vous courez, qu'est-ce qui vous anime, vers quoi vous allez, hein, quand je vois des patients, ils viennent pour plein de raisons. La plupart du temps, quand on va consulter ou qu'on commence un travail personnel, c'est parce qu'on est dans l'inconfort. C'est rarement dans les zones de confort qu'on se dit ça y est, maintenant je vais aller voir ce qui se passe pour moi. En général, parce qu'on est dans une zone de turbulence, soit parce qu'on a des émotions qu'on n'arrive pas à gérer, ou on vit une situation qu'on n'arrive pas non plus à digérer. Donc, et ce début de chemin, il est motivé par « je veux être bien ». Alors certains vont me dire « je veux être heureux », d'autres vont me dire « je veux être bien », ou bien « je veux être en paix ». Moi, je le formule comme ça, c'est quelque chose qui me parle à moi. Mais fondamentalement, quel que soit le vocabulaire qu'on va utiliser, je pense qu'on va se retrouver. On va se retrouver dans cet élément de s'apaiser, enfin, je veux dire, de trouver une zone d'apaisement. Donc, naturellement, c'est juste important de pouvoir se poser les bonnes questions à ce sujet-là. Hein, parce que si on court après le bonheur, c'est bien, mais c'est quoi? C'est où? Ouais, c'est comment? Est-ce qu'on peut l'identifier? Donc, voilà un peu le sujet de débat de ce soir. J'aimerais commencer par une réflexion de mon collègue belge Thierry Janssen. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il a écrit pas mal de bouquins assez passionnants. Et j'étais à une conférence il n'y a pas si longtemps, où il traitait aussi du bonheur, et il a eu une réflexion rigolote, enfin moi à mes yeux c'était rigolo. Il a parlé de deux catégories, donc c'est-à-dire qu'il a classé les gens dans deux catégories, et il a expliqué que d'un côté il y avait les satisfaiseurs, et de l'autre côté les maximiseurs. Alors je ne sais pas si déjà ça vous parle ce terme-là. Et c'est un exemple qu'il a donné à propos de comment on reconnaît quelqu'un, quels sont les gens qui sont plus heureux que les autres au final. Alors, dans le mot, c'est dit. Donc, d'un côté, le satisfaiseur, c'est-à-dire celui qui se satisfait et qui regarde, vous connaissez la métaphore du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Eh bien, c'est la personne qui regarde le bon côté des choses, donc qui va se réjouir de ce qu'il a, qui va nourrir le positif, qui va avoir ce regard sur la vie qui est toujours d'aller chercher ce qui va pouvoir lui apporter une satisfaction. Et le maximiseur, effectivement, il va faire l'inverse. C'est-à-dire, il va regarder le verre à moitié vide, c'est le même verre, hein,
il y a toujours la moitié dedans, mais le regard est différent. Et donc c'est sûr que regarder de cette façon-là la réalité provoque une insatisfaction. Flûte, il ne reste plus qu'un demi-verre. Et moi j'ai très soif. J'aurais aimé un verre entier, voire deux, mais il n'en reste qu'un demi. Et donc cette attitude-là, c'est l'attitude du toujours plus. D'accord ? Jamais assez, c'est une autre façon de dire. Et ça, nous le savons tous, que cette attitude-là, évidemment, ça va de soi, est porteuse. Mais on va en parler, on va aborder ce sujet-là, hein, cette attitude au bonheur. Parce que, au final, ce qu'on est en train de dire, c'est que même si nous avons tous, vous allez peut-être regarder à l'intérieur de vous, vous rendre compte que nous sommes tous programmés dans un système comme « je vais être plus heureux quand ». C'est pas, même avec beaucoup de conscience, c'est pas facile de sortir de là. Vraiment. Il y a toujours quelque chose qui nous dit que quand j'aurai plus de ceci, moins de cela, plus de temps, quand j'aurai enfin un job qui correspond mieux à mes souhaits, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai rencontré l'amour, quand, je vais enfin être bien. Est-ce que c'est vrai? Oui. Vous vous reconnaissez? Alors la deuxième question, mais sur un autre ton, est-ce que c'est vrai que ça se passe comme ça? C'est-à-dire que quand on accède à ce qu'on veut, ça y est, on est bien. Ah ben non, jamais. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de dire qu'on n'est jamais bien, heureusement, mais on est en train de dire quelque chose d'important, que tout le monde sait déjà, mais qu'on va redire quand même, c'est que, est-ce que être bien ou être heureux, c'est un état permanent? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, s'asseoir dans la chaise du bonheur et dire ça y est? Ça serait très ennuyeux. Surtout, je ne bouge plus parce que je pourrais le perdre. C'est pas gagné, hein? Donc, et ça, on le sait. Mais, on a beau le savoir, il y a une instance à l'intérieur de nous qui aimerait figer ça. Hein? Moi, quand quelqu'un vient me trouver, que ce soit dans un stage, peu importe, en individuel, il ne me dit pas « Anne, je veux être bien un petit moment ». Il me dit « Je veux être bien tout court ». Il n'y a pas de curseur. Et donc vraiment, l'idée, c'est déjà de conscientiser cette première notion que, d'abord, ça veut dire quoi être bien, hein, déjà. Et ensuite, de conscientiser que ce n'est pas un état permanent. C'est-à-dire qu'il y a des zones de confort, d'inconfort, de turbulence qui font partie inhérente du mouvement de la vie. Et il y a, même si on le comprend intellectuellement, il y a une instance à l'intérieur de nous qui n'accepte pas nécessairement ce mouvement-là. Donc, cette idée du bonheur, ben voilà, on va progresser là-dedans. Et je vais commencer par vous mettre à contribution en vous demandant pour vous. D'abord, est-ce que tout le monde aspire au bonheur ici? Ça pourrait arriver, hein, que quelqu'un ne dit pas du tout. On y est presque. Voilà, de temps en temps. Oui, la plupart du sur temps. le chemin. Sur le chemin. Est-ce que vous pouvez identifier pour vous quels sont les moments où vous êtes bien dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous pouvez mettre rapidement, hein, parce que des images ou des mots sur quels sont ces moments où moi je peux me dire ça y est, là je peux identifier que je suis heureux ou que je suis bien. Quels sont ces petits moments? Alors, je vous laisse quelques secondes pour laisser émerger des idées de ça. Et puis, je vais vous demander de répondre. Qui est-ce qui a déjà une idée à propos de ça? Quels sont ces petits moments dans votre vie à vous qui sont des... Voilà. Quand je n'ai pas d'attente par rapport aux autres, je suis satisfaite avec moi-même. Voilà. Ok. Alors, pas d'attente, ça c'est sûr que c'est reposant. Mais oui. Ok, voilà un exemple. Alors, moi, tout simplement, quand je suis seule,
que je suis dans mon jardin avec la nature, avec éventuellement une belle vue, et que je me sens bien en harmonie avec la nature et avec moi-même. Donc. Alors la nature, les moments qu'on peut prendre pour s'apaiser en lien avec la nature, ça revient très souvent quand je pose cette question. Sur la plage, vous êtes servi ici. Il y a des éléments clés. Apaisant. Quand on quitte son travail, qu'on arrive à la maison, qu'on n'a plus, les enfants sont partis, le mari n'est pas là, et on se retrouve toute seule, à dire je n'ai rien à faire, je ne veux rien savoir, je me repose, je me détends, et je suis là, j'admire la vue, je me relâche. Et là, c'est un moment de bonheur. Bon, je vois qu'il est partagé. Oui, bien sûr. À l'unanimité. Donc il y a plein de petits moments de bonheur comme ça qui s'additionnent. Voilà, donc je pense qu'on pourrait en débattre à un certain moment de ça, et les exemples vont fuser, parce que quand on se pose un peu et qu'on commence à regarder, on va en trouver plein. Encore heureux, vous me direz, parce que sinon ce serait triste. Donc bien sûr que chacun a des tas de petits moments où on peut se sentir bien. Alors ce qui va sortir, très souvent, quand je pose ces questions et qu'on a le temps d'en débattre, c'est effectivement des petits moments où vraiment on se pose. La plage, la nature, je rentre chez moi, voilà, je mets un bon bouquin, un verre de vin, je sais pas moi. Moi c'est quand je marche. Alors, la marche. Il y a d'autres personnes, c'est du shopping. Pourquoi? Eh oui. Bon, alors, le point commun ici, quand même, de tous ces exemples que vous donnez, on voit que c'est des moments que vous vous accordez pour vous faire plaisir. Voilà. On n'est pas dans le rush de la vie. C'est bon, voilà, que ce soit je marche, je m'arrête, je vais nager, enfin peu importe. Ça va rester des moments où, ça y est, je m'accorde, je m'autorise. Mais parce qu'on a décidé de se l'autoriser. Parce Moi, il y a toujours décidé. quelque chose à faire. Voilà. C'est parce qu'on a décidé de... Voilà. Bon. Maintenant, on se pose. Alors, ça, c'est le plus évident. C'est ce qui va venir en premier, parce que forcément, c'est des moments qu'on décide bien, quelque part. Il pourrait ne pas être bien quand même, on en reparle après. Même si on le décide. Mais, voilà. Maintenant, est-ce que ça voudrait dire que les moments qu'on ne s'accorde pas volontairement, comme un moment de pause ou un moment de plaisir, du coup, c'est pas des moments qui pourraient être des moments où on est bien? Si, bien sûr. Ah, ok. Non, mais c'est important, parce que évidemment, c'est plus facile puisqu'on l'a décidé qu'à ce moment-là, on allait prendre un moment pour être bien, c'est plus facile. D'accord? Maintenant, est-ce que on peut commencer à regarder aussi la possibilité d'être bien, même quand on est dans son boulot, ou en train de faire la vaisselle, ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Juste qu'on en est moins conscient. On en est moins conscient, ou, alors, on arrive à cet événement. Qu'est-ce qui fait que les moments où on est bien, quels qu'ils soient, parce que je crois qu'on pourrait donner des milliers d'exemples tous ensemble, on y arriverait. Qu'est-ce qui fait que ces moments sont des moments qu'on peut qualifier comme des moments de bonheur, ou des moments de paix, ou des moments où on est bien? Quel est le point commun, à votre avis, quels que soient ces moments? Parce qu'on pense au moment présent, on pense pas autrement. Alors, ici, il y a, parce qu'on est dans le moment présent, et là, parce qu'on a confiance de ce qu'on fait. C'est ça que... Parce qu'on est en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Même si on est dans autour du monde ou au travail, etc. Et tout. Il y a une espèce d'harmonie générale qui fait que c'est un moment de bonheur. Bon, et puis on cherche rien soi-même. On cherche rien. C'est ce moment-là, il est là et on cherche rien. Voilà. Donc vous êtes en train de dire plein de choses importantes. C'est que à peu près n'importe quel moment pourrait être un moment où on est bien quand on y est. Oui, voilà. Et qu'on en a conscience. Voilà. Parce qu'on pourrait aussi être très bien sans en avoir conscience. Ouais, on fait le moment. Voilà. Donc cet instant présent, cette capacité d'être présent dans l'instant, c'est sûr que si je vais prendre, on va continuer notre chemin, je prends un des exemples que vous m'avez donné. Je suis dans la nature, ça c'est facile, en général ça marche bien, la mer, la nature. Je vais marcher ou je me mets au soleil, ou peu importe. Je décide, en plus on prend un moment fort, je décide d'être bien, je décide de m'accorder un moment. Est-ce que pour autant, nécessairement, ça va être un moment où je suis bien? Pas forcément. Pas forcément.
Alors, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Les éléments extérieurs. Oui, les éléments extérieurs pourraient m'en empêcher. Les soucis, le mental. Le mental. Alors, évidemment, s'il y a des éléments extérieurs, bah, il y a des éléments extérieurs, mais le plus souvent, on n'a même pas besoin d'eux parce qu'on a des éléments intérieurs absolument féroces. Si Jeanne. Voilà. Donc ça, même si je suis dans un moment, dans le moment présent, bien sûr que si je suis totalement présente à ce que je fais, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas bien, puisque j'y suis. Il n'y a pas de résistance intérieure à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de moi qui me tire ailleurs, qui me dit quelque chose à propos du passé ou du futur. Donc, je suis exactement en train de vivre ce que je vis, et c'est forcément bien. Puisqu'il n'y a pas de connotation, d'interprétation, je suis juste dedans. C'est toujours bien. Même quand on fait quelque chose. Parce que si je suis à mon boulot, même si, je ne sais pas, je tape toute la journée sur l'ordinateur et qu'à un moment donné, ça peut devenir très automatique, ça n'empêche que si je suis complètement présent dans ce que je fais, qu'il n'y a pas une partie de moi qui a envie d'être ailleurs, ou une partie de moi qui juge ce que je suis en train de faire, ou qui me tire dans le passé ou dans le futur, c'est un moment où je suis bien. Ça n'est pas possible autrement. D'accord? Alors je ne vais peut-être pas le décrire comme un grand moment de bonheur, mais ça va rester un moment, voilà, c'est un moment où j'y suis. Et il n'y a pas de connotation ni différente entre le bien et le mal, c'est un moment vécu. Donc cette notion du mental, on l'aborde ici, parce que c'est quand même quelque chose dont nous sommes tous conscients, mais d'en être encore plus conscient, ça aide. Si je suis en train, voilà, moi j'aime bien lire, souvent c'est un moment de pause pour moi, donc je vais me faire un bon bouquin, tout est prêt, je m'installe, mon bon bouquin, sauf que j'arrive pas à lire. Et pourtant, j'ai décidé, j'y suis, j'ai tout mis autour, voilà, j'ai coupé le téléphone, mais non, il y en a un autre de téléphone. Et du coup, je ne peux pas me concentrer. C'est-à-dire que je dois relire plusieurs fois chaque page et je ne comprends rien à ce que je lis parce que j'y suis pas. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'est important de comprendre ce qui se passe là. Et cette pensée, en plus, elle nous tire partout sauf dans le présent, bien sûr. C'est-à-dire, je pense à quelque chose que j'ai vécu hier, avant-hier, il y a 3 semaines, on s'en fiche, dans le passé. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre des émotions en lien avec ça. C'est-à-dire que non seulement je vais y penser, mais en plus je vais vivre littéralement comme si j'y étais. Mon ressenti va s'accorder et s'aligner avec mes pensées. D'accord? Donc, où suis-je réellement? C'est une question qui paraît bateau, mais où est-ce que je suis à ce moment-là? Est-ce que je suis dans mon transat, en train de lire mon bouquin et physiquement seulement? Physiquement seulement, et encore pas tout physiquement, parce que tout mon ressenti, mes émotions sont complètement, c'est dans le physique ça, hein, vous êtes d'accord, quand on ressent des choses, c'est bien dans le physique. Et bien ça n'est pas du tout en lien avec le présent non plus. Donc il ne reste plus que l'enveloppe, mais tout le contenu, il est ailleurs. Donc ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, c'est non pas ma vie, parce que le passé est passé. Je peux aussi être dans le futur, en train de m'inquiéter, parce que dans 3 jours, j'ai une interview, je ne sais pas quoi, et je me fais tous les films qui vont avec, et pendant ce temps, je ressens, peut-être je vais comme ça, je commence à transpirer, j'ai le cœur qui bat, alors que j'y suis pas du tout. Et qu'en plus, le film que je me fais, il n'existera peut-être jamais, hein, parce que je me raconte des tas d'histoires. Et donc, ben, je suis toujours en train de vivre autre chose que ce qui se passe réellement. Avec pas seulement la pensée, c'est important de se le rappeler, avec tous les liens dans le corps qui vont avec. Donc réellement, nous sommes en train de vivre une vie qui n'est que très rarement dans le présent. En train de ressentir viscéralement et parfois même d'agir en fonction de pensées et de ressentis qui n'existent pas, qui sont complètement en lien avec des choses qui ne sont pas là. D'accord? Tout ça, on le sait parce qu'on le vit tous. Mais
on est en train de dire quelque chose d'important, c'est que les moments où on est bien, c'est quand ça s'arrête, quand on est là. Et est-ce que c'est très fréquent, ça? Ben, ça demande d'apprivoiser, quelque part, cette machinerie qui nous dépasse. Est-ce que vous avez le sentiment de choisir vos pensées? C'est une question curieuse, mais... Alors, je le pose autrement, qui dans la salle a le sentiment de décider de ses pensées? Ça dépend des moments. Alors, Ça dépend des moments. ok. C'est pour ça que vous répondez pas, parce qu'il y a un bémol. D'accord. Alors, qui a le sentiment de décider tout le temps de ses pensées? Pas tout le temps. Bon, là, il n'y a personne. Qui a le sentiment de décider souvent de ses pensées? J'ai vu 2 mains. 3, 4. Souvent. D'accord. 5, 6, ça monte. Qui dit mieux? Ok. Pendant que je suis en train de vous parler ici, ok, vous êtes en train de m'écouter, ça je le vois. Mais, pendant que vous m'écoutez, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pensez. Et parfois, vous pensez beaucoup. Ça veut dire que sur chaque truc que je dis, pouf, il y a un lien, il y a une image, et ça parle en même temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de me suivre en stéréo. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, il y a des voix dans votre tête. Et vous devez suivre tout ça en même temps. Pas simple. Pas simple. Toutes ces pensées que vous avez dans la tête pendant que je vous parle, est-ce que vous les décidez? Est-ce que vous avez choisi de penser à ça, à votre avis? Ben non. Vous êtes occupé à m'écouter. Normalement, ça devrait être vide là-dedans. Il faudrait un grand espace d'écoute. Parce que c'est pas facile de suivre 2 conversations en même temps. Hein? Non mais, c'est notre quotidien permanent. Hein? Et en plus, il y a des images. Et en plus, il y a des ressentis. Parce que si au moment où je vous parle, vous pensez à quelque chose qui évoque un ressenti pour vous, en plus, vous allez devoir gérer du ressenti au milieu de tout ça, qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer ici et maintenant. C'est parce que vous avez fait un lien avec quelque chose qui s'est passé ou qui se passera. Et il faut arriver à vivre comme ça. D'accord? Alors, si vous... Bien sûr que de temps en temps, on peut décider de penser à quelque chose. Hein? Il y en a qui ont levé la main quand même, qui ont dit si, moi je choisis mes pensées. Mais ces petits moments, c'est des moments. Bien sûr qu'on peut décider. Moi, je peux, avant de venir à Saint-Martin, je vous avoue que plusieurs fois, je me suis vue, je me dis, ça va être chouette, ça va être sympa. Ben forcément, j'ai eu des petits moments de rêverie comme ça où je me voyais, je me disais, ça va être chouette, je vais aller me baigner, ça va être super. Et donc j'ai imaginé des scènes, etc. J'ai décidé ça, parce que je m'installe, j'y pense volontairement. Sauf que ça dure combien de temps ça? Quand on décide de penser à quelque chose, ça dure pas bien longtemps. Très peu. Et oui, parce que tout de suite, pouf, c'est reparti. Allez, donc oui, on choisit, on peut choisir, mais vous êtes quand même conscient que dans notre tête, il y a un sacré bazar. Pensouillard, le hamster. Alors, être présent avec tout ça, c'est pas si simple, d'accord? D'autant que il y a quelqu'un ici qui a dit il faut en plus de la conscience. C'est pas le tout d'être dans le moment, il faut encore arriver à mettre de la conscience dessus pour arriver à le prendre et à le vivre. Donc, cette histoire de pensée, bien sûr, nous sommes conscients, tout le monde sait qu'il a des pensées, nous vivons avec ça en permanence, donc ça s'arrête quand même pas souvent. Et pourtant, c'est comme si nous sommes impuissants face à ça. Parce qu'il y a même des personnes qui ne peuvent pas dormir. S'apaiser. Donc, je veux dire, déjà que c'est au quotidien, mais en plus, quand ça commence à être la nuit, c'est difficile. Donc, on va faire un petit exercice, si vous êtes d'accord.
est-ce que vous allez vous mettre dans la position du guetteur. Le guetteur, c'est celui qui s'attend à voir ou entendre quelque chose. D'accord? Donc, je vais vous demander de jouer le jeu, juste ça va durer quelques secondes. Hein. Dès que j'aurai terminé de vous expliquer, vous allez le faire. D'imaginer que vous êtes vous êtes curieux et vous vous demandez quelle va être la pensée suivante. Puisque ce n'est pas vous qui décidez, eh bien, on ne sait pas qui l'envoie cette pensée, on verra ça après, mais vous allez vous mettre dans cette énergie de l'attraper. Parce que la plupart du temps, on ne conscientise pas toutes ces pensées. Vous imaginez un petit peu la fatigue. En plus à écouter tout ça, c'est pas possible. Mais là, on va le faire. Donc un peu comme au cinéma. Hein. Vous installez dans là j'ai un bel écran, vous vous installez au cinéma, il y a un écran blanc, et vous attendez le film. Vous ne savez pas encore ce qui va venir, quelle est la première image, le générique, vous ne pouvez pas savoir. Vous attendez. Et puis on vous envoie le film. Ben, vous faites la même chose avec vos pensées. Donc, vous êtes au cinéma, vous attendez, et vous essayez d'attraper la première pensée qui vient. Elle peut être visuelle, peut-être vous allez voir, ou entendre, vous parlez. D'accord? Alors on va le faire. C'est vraiment de l'attraper, hein, d'en prendre conscience, concrètement. Alors, on se met dans cette position. Alors, qui a eu un blanc? Moi, j'aime bien. Plus rien. C'est ce que je fais pour avoir des blancs. Alors, il y a pas mal de monde ici qui a levé la main. Hein, c'est-à-dire, tout d'un coup, alors qu'on pleure pour en avoir des moments de paix. Vous savez, il y a des personnes qui font des années de méditation pour juste arriver à avoir ces espaces qu'on appelle l'espace créateur, le petit moment interpensé. La conscience pure. Voilà, où ça s'arrête et où il y a quelque chose qui peut... la présence. Ouais. Et là, plein de mains se lèvent en disant, ben, tout à coup, il n'y a plus rien eu. Mince alors. Bon, c'est intéressant. Pourquoi il n'y a rien eu? Pourquoi il y a eu ce... Alors c'est revenu après, évidemment. On est d'accord, à moins qu'il y en ait qui soient restés sans penser. Auquel cas... alors... Voilà. C'est-à-dire que ici, il y a surtout ce qu'on va appeler un état de confusion. Alors, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes dans la salle. Un état de confusion, c'est un moment où tout à coup, c'est un moment extraordinaire parce que c'est un moment très créatif où tout à coup, il n'y a plus le mental qui est investi et il y a un espace là, on va dire, où il y a la partie de nous qui fonctionne en automatique d'habitude. Tout à coup, on n'a pas pu se positionner. Pourquoi elle n'a pas pu se positionner? Je vous ai demandé de vous mettre en observation. Je vous ai demandé d'être comme au cinéma et d'attendre vos pensées. On est d'accord ou pas? Et pour beaucoup, tout à coup, il n'y en a plus. Plus de pensées. L'écran reste blanc. Mais il reste blanc parce que c'est pas très habituel, hein, de se mettre en observateur de ses pensées. Ça a créé un état de confusion. Parce que tout à coup, d'habitude, nos pensées, on les entend même plus parce que ça, voilà. Et quand elles ont de l'impact sur nous, on les entend que trop bien. Mais on ne peut pas prendre conscience de chacune de nos pensées, sinon on ne pourrait plus fonctionner, d'accord? Et l'habitude, c'est de s'identifier à ces pensées, c'est-à-dire que quelque part, ça fait partie de nous. Hein? Jamais on rentre dans cette conscience qu'on n'est pas en train de générer ça, parce que vous n'êtes pas en train de générer, soyons bien clairs. Comment vous pouvez vous en rendre compte? En faisant ce qu'on vient de faire. Puisque vous pouvez être témoin de vos pensées, ça veut bien dire quelque chose d'assez surprenant, c'est que moi,
moi, qui est ce moi, ça on verra plus tard, moi, je peux observer mes pensées. C'est-à-dire que mes pensées sont indépendantes de cette instance ici qui les observe. C'est quand même curieux ça. D'habitude, on ne se pose pas ce genre de questions. On pense, ça a un impact direct sur nous. Je pense, donc je suis. Et donc, ça fait partie, on s'identifie complètement à ce à quoi nous pensons. D'accord ? Ici, on est en train de se dire, mais je peux me séparer de mes pensées. Mes pensées peuvent fonctionner et moi rester en dehors de ça. C'est intéressant quand même. D'accord ? Alors, qui m'envoie ces pensées? Quelle curieuse question. Alors, qui est ce moi, c'est une autre affaire, hein, parce qu'on est en train de se décomposer là, mais je suis en train de vous dire, vous ne choisissez pas vos pensées et vous me dites, c'est vrai, je décide pas là maintenant que ça vient. Alors, qui décide de ça? Qui envoie ses pensées? Mental, conscient. Alors, le mental, le subconscient. D'autres options? La mémoire. La mémoire. Bon. C'est là que je veux en venir parce que moi, depuis que j'ai eu cette compréhension-là et que j'ai commencé à travailler là-dessus, sur cette notion, on va parler d'ego, non seulement ça a changé ma vie, mais ça a changé ma façon de travailler, ça a changé aussi la vie des personnes avec qui je travaille. Parce que c'est vraiment très clarifiant de comprendre cette instance à l'intérieur de nous. Alors l'ego, vous savez ce que c'est? Ouais. Tout le monde sait. Alors c'est quoi? C'est le moi intérieur, c'est le moi. Le moi. Vous êtes d'accord avec ça? Pas toujours, non, non. L'ego, c'est difficile à dire. C'est fait partie du mental, ça fait partie de l'extérieur, ça fait partie de... Le moi, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus vrai, pour moi. Hein. Ouais. Alors, bien sûr, on va pas rentrer dans du jargon de psy, parce que l'ego, pour moi, comme je vais vous le présenter aujourd'hui, on va le rendre vivant. Une personnalité. Comment? Personnalité. Oui, la personnalité. Hein, en général, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est ce que j'entends qui est capté par rapport à ça. Souvent, c'est l'image que j'aimerais renvoyer, qu'on me renvoie. C'est ce que j'aimerais qu'on voit de moi. Hein. Donc, c'est la personnalité. C'est voilà, souvent comme ça que c'est capté. On va vraiment l'aborder d'une façon... Moi, j'aime bien dire comme si je parlais à des enfants de 3 ans, hein, peut-être 5-6, parce que, voilà, pour que ça devienne quelque chose de palpable, je vais utiliser des images et vous dire où je veux en venir avec ça. Donc, l'ego, c'est quand nous naissons, tout enfant, ce que nous avons tous été, nous naissons complètement dépendant de notre environnement, hein. Surtout le petit humain, il n'est pas très indépendant rapidement, dans le sens où notre survie dépend de l'autre, de l'extérieur. Le bébé, il ne peut rien faire tout seul, et donc il a une particularité, c'est qu'il est complètement unifié avec l'extérieur. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de nous. L'enfant est complètement en osmose, je dirais, voilà, avec l'extérieur. Et vers l'âge de 8 mois, hein, c'est à peu près cet âge-là, il y a souvent, on va retrouver ça chez nos enfants, tout à coup, ils ne supportent plus qu'on quitte la pièce, il y a une angoisse de séparation, etc. Et c'est aussi à l'âge où il y a l'acquisition petit à petit, hein, ça va venir du langage, des codes, etc. Quand l'enfant va comprendre qu'il est séparé, c'est-à-dire que il n'est pas un avec tout l'environnement, mais qu'il y a un être individuel, c'est-à-dire lui et les autres. Il y a quelque chose de paniquant, hein, parce que aussi il est dépendant. Et donc il y a ce besoin d'être en lien qui est très important. Ça, nous l'avons tous vécu. Alors je vais simplifier ça au maximum, on ne va pas du tout rentrer dans des connotations de théorie là-dedans. Je voudrais juste que vous compreniez que dans cet espace-là, l'enfant existe dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que la prise de conscience que je existe, ça se fait
dans ce qu'on me renvoie. D'accord? Je prends conscience que je suis là parce que j'ai du feedback. Okay? Et ça, c'est quand même très très important dans notre construction. Alors, puisque toute notre survie en dépend et que nous nous construisons dans ce lien, il y a évidemment très rapidement un enjeu important. Vous savez tous que la nourriture principale pour l'être humain, c'est quoi d'ailleurs? C'est l'autre. Alors c'est l'autre, bien sûr, c'est dans le lien à l'autre qu'on va le chercher. L'amour. Mais oui, L'amour. et oui, avec la reconnaissance, hein, puisque je ne peux exister que dans le lien à l'autre et dans le regard de l'autre, évidemment, il va falloir que l'autre me renvoie ça, et avec tout ce besoin aussi de soin qui va avec. Hein. Donc, il y a ce besoin d'être reconnu dans le regard de l'autre et d'obtenir de la confirmation que je existe. Donc, l'ego, c'est cette construction, cette instance qui construit pour nous le je. Cette possibilité de s'identifier, d'être identifié, hein, et d'être unique, donc d'être différent. Donc ça, eh bien, c'est quand même très important. Et je vais vous donner une métaphore pour clarifier ça encore mieux. Imaginez que, alors ici c'est facile, vous vous retrouvez en permanence devant la mer, et vous regardez la mer, et forcément vous allez dire, ben voilà la mer. Mais si je retire une goutte d'eau, j'isole une goutte d'eau de la mer, et je la regarde, et qu'est-ce que je me dis? Voilà une goutte d'eau. Et oui, je vais me dire, voilà une goutte d'eau. Maintenant, je remets ma goutte d'eau dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? C'est la mer. La mer. Pourtant, cette goutte d'eau, je l'ai identifiée, elle existe. D'accord? Elle existe bien. Une fois que je l'ai isolée, elle a bien une identité de goutte d'eau. Mais sauf que quand je la remets dans son élément, à la fois, c'est pas qu'elle n'existe plus. Elle existe toujours, mais je ne la vois plus. D'accord? Parce que elle s'est fondue dans la masse. Alors, est-ce que la goutte d'eau est différente ou est-ce que c'est la même chose que l'océan ou que la mer? Il fait partie quand même. Ça fait partie. C'est la C'est la même même chose. matière, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Elle fait partie d'un tout. Voilà, elle fait partie d'un tout et pourtant je peux l'isoler. Et à ce moment-là, elle est bien C'est pareil avec l'ego. séparée. Vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas, ici des travaux des motos? Oui. Ouais. Alors là, on voit bien qu'une goutte d'eau a une identité. Bien sûr. Hein? Sauf que quand on la remet dans l'océan, alors c'est pareil. Je vous donne cette image parce que c'est vraiment la plus claire pour moi pour comprendre l'ego. La goutte d'eau, c'est le je, c'est l'identité, d'accord? Et l'océan, c'est l'humanité. Comme la goutte d'eau se fond dans l'océan parce qu'elle est de même nature et de même essence que les autres gouttes d'eau, donc elles ne forment plus qu'un, c'est pareil. C'est la même histoire pour l'être humain. Nous sommes différents en termes d'identité, d'ailleurs il n'y a qu'à regarder. Physiquement, hein, l'univers a fait quelque chose, une œuvre incroyable, puisque nous sommes effectivement physiquement différents. Mais fondamentalement, dans notre essence, on est pareil. C'est-à-dire que, Unique. voilà, nous sommes des vibratoires, nous sommes de l'énergie, et puis même, je dirais, et à force de faire des stages, c'est quelque chose qui devient tellement évident, que nous ne sommes pas si différents du tout dans grand-chose. C'est même très interpellant à quel point nous sommes très semblables. Donc, voilà l'idée, c'est que l'ego, c'est vraiment la partie de nous qui est censée défendre, construire ce je. D'accord? Et pour ça, il faut que je sois différenciée. Alors que vous comprenez qu'on est tous de même nature, de même essence, il faudrait que moi, je sois différente de tout le monde. Il faut que ce je soit totalement unique. C'est pas simple, hein? Ok, j'ai un physique très bien, mais est-ce que ça suffit? Eh bien, là, il va y avoir toute une construction. Hein? Je schématise tout ça, évidemment, hein, mais pour qu'on comprenne bien, l'ego, il va puiser pour être différent. Comme vous avez compris, on se construit dans le regard et dans le lien à l'autre. C'est là qu'on trouve que je existe. D'accord?
Donc, où est-ce que l'ego va puiser sa matière pour construire ce jeu? En fait, Toujours par rapport à l'autre. Oui, Il va se mettre en position, il va se bagarrer, ou il va lutter, ou il va essayer de s'en sortir pour être vraiment différent et pour être reconnu par l'autre. Mais donc, la première chose qu'il va faire, c'est déjà, il va prendre l'information Bien sûr. là où elle est, d'accord? Parce que pour être différent, il faut déjà se comparer, il faut avoir des critères de construction. Et les critères de construction, ils se commencent dans notre famille, d'accord? C'est bien sûr là. C'est là qu'on existe au départ. Hein. Donc, quand est-ce que j'ai du regard positif, quand je suis en sécurité, pas en sécurité, aimé, pas aimé, rejeté, hein, valable, pas valable, adéquat, pas adéquat, tout ça, ben pour l'enfant, de toute façon, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est d'être toujours sécurisé par rapport au fait qu'il est bien reconnu, confirmé, aimé, valable, voilà. Hein. Donc, c'est dans ce lien très rapidement avec la construction du mental, parce que le mental c'est un outil. Hein. Pour moi ça a été clarifié en tout cas de le comprendre comme ça, que c'est pas le mental qui cause tout seul dans notre tête. Le mental c'est l'ordinateur, d'accord? C'est une boîte, c'est un outil qui m'est très précieux. Personnellement je voudrais pas qu'on m'enlève mon mental, donc c'est ce qui me permet de vous parler ce soir, c'est ce qui me permet de ranger l'information, de la trier, d'avoir enregistré tous les codes. Vous imaginez le langage, rien que ça, c'est déjà une affaire. Mais quel merveilleux outil. Donc le mental, c'est quand même quelque chose de magique. Hein. Et grâce à ce mental, nous pouvons vraiment utiliser l'information et la stocker. Le problème, c'est quand le mental, alors que c'est un outil, devient son propre maître. Ça veut dire que pour moi, la définition d'un outil, c'est quelque chose que je vais utiliser quand j'en ai besoin. Si j'ai besoin d'un marteau, je vais le chercher, je cloue et puis je range. Mon mental, c'est plus difficile de le ranger. Hein, et je ne le prends pas quand j'en ai besoin. Il fonctionne tout le temps. Et il fonctionne tout le temps, non pas parce qu'il fonctionne tout seul, mais parce que l'ego le récupère. Et c'est là que nous allons. Quand je vous demandais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a des pensées permanentes comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est la plupart du temps l'ego qui fait son œuvre. Alors, comment ça se passe? Au niveau de l'ego, vous avez compris que son job, c'est de faire que nous existions. Parce que si, comme la goutte d'eau, je me fonds dans la masse, il se passe quoi? Pour l'ego, c'est la mort. Puisqu'il faut... je défends le je. D'accord? Et pour que je existe, eh bien, la pire des choses, c'est de disparaître. C'est-à-dire qu'on ne me remarque pas concrètement, que personne ne me montre mon existence dans le lien. Vous savez comme on a besoin d'être confirmé, d'être reconnu, d'être aimé, c'est très important. Hein. Et donc pour l'ego, la mort, c'est ça. D'ailleurs, vous connaissez peut-être, ça va vous faire rire si je vous le dis comme ça, mais est-ce que vous connaissez quelque chose de plus agréable que de vous entendre dire « Mon Dieu, que tu es ordinaire ». Vous l'avez déjà entendu, vous? Non, non plus. Mais je n'aimerais pas. Enfin, mon ego n'aimerait pas toujours. Donc, comme tu es banal, hein? C'est pas ça, super c'est quelqu'un plaisant. très en colère après vous et qui lui dit pour faire de la fête. Mais autrement, il ne le pense pas. Pour l'ego, c'est catastrophique. Hein? Parce que ça veut dire il faut sortir du lot. Je veux dire, c'est un job à temps plein. Parce que toujours, c'est cette quête à être reconnu. Et pour ne pas se fondre dans la masse, soyons clairs, comment il va faire? Il faut être unique. Vous imaginez à quel point c'est difficile? Parce que l'être humain en soi, oui, nous sommes peut-être différents physiquement, mais ma foi, on fait tous de notre mieux. Mais comment on va faire pour sortir du lot? C'est pas simple. Pour que ce jeu soit à tout prix identifié, reconnu, pour que je sois unique et que j'ai une valeur du coup aux yeux des autres et que je puisse me manifester en tant que je. C'est un job, hein. Donc, souvent, l'ego va puiser dans les valeurs familiales en début, puis dans l'inconscient collectif, et puis dans tout ce qui traîne autour. Parce que pour se construire, c'est bien sûr dans le système de croyances que nous allons puiser. C'est-à-dire, l'information s'engrange. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est reconnu chez moi, qu'est-ce qui est mis en valeur, qu'est-ce qui est repoussé. Si chaque fois que je suis un enfant, chaque fois que j'exprime mes émotions, mes parents me disent chut,
ou me punissent à la limite, parce que je crie, ou parce que je suis trop exubérant, ou parce que je ne sais pas, que je manifeste quelque chose, je vais vite sentir que là, j'ai pas l'approbation. C'est pas bienvenu, je suis pas adéquat, je suis pas... Et voir, je reçois une taloge, ou je sais pas. Très rapidement, je dois m'adapter à ça, parce qu'il y a ma survie, la survie du jeu. Hein. Et donc, dans ce système de croyance-là, je vais construire cette fameuse personnalité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en lien avec le système de croyance, je vais essayer de gommer certaines attitudes, je vais me construire littéralement un personnage qui correspond, et pour sa survie et pour sa reconnaissance, à ce qui me semble le plus sécurisant, adéquat. Et nous avons beaucoup de points communs. Hein. Bien sûr qu'il y a des croyances communes pour chacun de nous, sur lesquelles nous nous sommes construits, et d'autres qui sont plus personnelles, selon le milieu dans lequel on a été élevé. Alors, jusque-là, tout va bien, mais cet ego-là, avec cette partie de nous qui défend ce jeu, le job, souvent, il va prendre trop de place, cet ego, parce qu'il a peur. L'ego fonctionne dans la peur. Peur de disparaître, de ne pas exister. Ça veut dire la mort. Et donc, il y a cette tension intérieure à toujours correspondre dans le lien, dans le regard, pouvoir être renvoyé à quelque chose d'eux. Et puis, notre propre regard, parce qu'il y a à l'intérieur de nous, vous le savez, le plus puissant, ce fameux regard intérieur qui passe son temps à voir si on est adéquat, qui regarde les autres, c'est l'ego qui fait ça. Il est là, d'accord? Et donc, il se compare aux autres, il va chercher tout le temps ce qu'il peut, comment faire pour se distinguer, pour exister. Donc, Ça donne du travail. Et ça en donne du travail. Avec souvent, avec comme critère le plus présent chez chacun de nous, c'est ce qui va être décrit comme le besoin de perfection. Parce que, comment on fait pour sortir du lot? Comment on fait pour avoir un jeu, alors qu'il y en a tant d'autres des jeux, pour être reconnu, se distinguer? Il va y avoir une pression. Avec, et ce qui va, alors la perfection, ça ne veut rien dire, mais ça va correspondre au code qu'on a engrangé, selon les critères qu'on a eu dans notre éducation. Et donc, cette instance-là, elle est à la fois moteur, parce que bon, l'ego, vous vous rendez bien compte, il travaille pour que nous puissions être reconnus. Hein, Anne, il faut que ce personnage-là devienne quelqu'un qui le retrouve de la valeur dans le lien, etc. Et donc l'ego va me pousser à faire plein de choses. D'accord? Donc en soi, il y a une force qui va de l'avant, qui nous pousse, qui nous tire. Et en même temps, le côté beaucoup plus embêtant, c'est qu'il prend une place inimaginable. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, il nous vulnérabilise énormément. Il y a une telle pression pour être en permanence reconnu. Vous savez comme on peut être fragilisé. Je prends quelqu'un de parfaitement construit. Je veux dire quelqu'un qui va bien, qui est relativement bien sa peau, qui fait ce qu'il y a à faire. Et cette personne a des amis, un compagnon, des enfants, un univers qui fonctionne. Elle arrive dans un nouveau job. Et il y a là un collègue ou une collègue avec qui ça ne passe pas. Voir la personne critique ou a des jugements, une attitude pas... voilà, où on se sent... Voilà. Immédiatement, à moins que l'ego ait été rassuré, c'est un travail ça aussi, il y a quelque chose qui va venir s'enclencher. Il y a des personnes qui sont capables de se retrouver en complète déconfiture, juste Déstabilisé. parce qu'il y a un élément perturbateur qui ne renvoie pas quelque chose de positif. Il y a des personnes qui s'effondrent. Ça, et c'est fréquent. Donc, c'est ou parce que, je prends un exemple parmi plein d'autres. Donc, l'ego là, pour lui, c'est pas je veux plaire
à une ou deux personnes, dès qu'il n'est pas solide, il y a quelque chose qui va venir, n'importe quoi de l'extérieur va venir le fragiliser complètement. D'accord ? Donc, c'est une partie de nous qui est importante. Et je vous en parle autant parce que dans la quête du bonheur, l'ego est roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ego, par essence, refuse le moment présent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le contrôle. L'ego vit dans la peur. Alors je vous parle de l'ego comme si c'était un individu à proprement parler, mais c'est volontaire hein, pour qu'on puisse en faire quelque chose de concret. La peur est permanente. D'accord? C'est comme s'il y a menace permanente de disparaître. Et donc, il est tout le temps là. Plus il y a une insécurité, alors ça, on ne va pas rentrer dans les détails, ainsi quand ceux qui viendront au travail sur l'estime de soi, et même dans le voyage des héros, il y a du travail qui se fait à ce propos-là, mais plus il y a insécurité au niveau de la construction, plus il est tyrannique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout devient sujet à fragilisation. Je ne supporte aucune critique. Dès qu'on me critique, ou ça me met en colère, ou ça me démonte complètement. Je suis tout le temps en quête d'approbation, en quête de reconnaissance. J'ai en permanence une inquiétude du jugement de l'autre. Le moindre échec prend des proportions de dingue à l'intérieur de moi, parce qu'un ego, l'échec, non, ça c'est pas impossible. Hein. Donc, je suis tout le temps dans la comparaison, je me juge, je suis sévère avec moi. Tous ces mécanismes-là sont des mécanismes de l'ego. Donc, vous voyez la place que ça peut prendre dans nos vies. Et comme l'ego ne fonctionne pas dans le présent, il va investir le passé pour s'identifier. Je suis quelqu'un parce que j'ai une histoire, je m'identifie à tout ce que j'ai vécu. La plupart du temps, c'est très fort. C'est là que nous existons, à travers nos expériences, à travers tout ce que nous avons traversé et même à travers la souffrance. C'est d'ailleurs ce qui rend difficile le rôle d'un thérapeute, c'est l'identification à la souffrance. L'ego s'identifie. Il faut bien qu'il mette quelque chose derrière le je. Si je vous demandais maintenant, mais qui êtes-vous? Même moi, si vous me demandiez qui je suis, qu'est-ce que je vais bien raconter? Il va bien falloir que je dise quelque chose. Alors, la plupart du temps, on va répondre avec ce qu'on peut. Je m'appelle comme ceci, j'ai tel âge, j'habite à Saint-Martin, j'ai autant d'enfants, je fais tel job. Voilà. Mais ce ne sont que des identifications. D'accord? Ce sont des étiquettes, ça n'est pas moi. Je peux faire un autre job, je serai toujours moi. D'accord? Mon âge, il va bouger. Hein? Peut-être mon prénom va rester. D'accord? Il y en a d'autres. Donc, c'est des choses qui sont variables. D'accord? Et qui ne font en rien qui je suis. C'est juste l'ego qui a investi cette terrain-là, qui a pris ça comme étiquette, disant voilà, je vais pouvoir un peu définir qui je suis, je vais me ranger. L'identification peut aller très loin. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, on travaillera ça à l'estime de soi. Cette construction-là, c'est quelque chose qui est quand même qui prend toute l'essence, parce que la plupart du temps, c'est à ça que nous nous identifions. C'est ce que nous sommes. Avec plus aucune conscience que nous pouvons être autre chose et que ça ne fait absolument pas partie de qui nous sommes. Ce ne sont que des constructions. Et quand on s'identifie aussi à la souffrance, hein, même si on n'en est pas conscient. La souffrance fait partie de qui on est. Et notre histoire fait partie de qui on est. Et l'ego s'accroche énormément à ça. C'est ce qui rend souvent les thérapies difficiles à produire des effets. Parce que pendant que vous vous battez à essayer d'accepter, etc., de retourner dans le passé et de construire quelque chose, lui, l'ego, il n'accepte pas du tout. Il n'a pas l'intention de lâcher ça, ça fait partie de son héritage. Hein. Donc, il y a quelque chose de pas facile à ce niveau-là. L'ego, il fonctionne aussi dans le futur. Vous le savez, c'est ce qu'on a dit en début de conférence. Ça ira mieux quand? Il est tout le temps là-dedans. Quand j'ai parlé des maximiseurs tout à l'heure, la personne qui voit toujours le verre à moitié vide, ça, c'est l'ego. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que l'ego est très dominant. Il veut plus, il se bagarre, il veut maximiser les choses. Il va toujours plus loin. Le bonheur, c'est plus tard. Il y a toujours mieux, plus loin.
D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un qui a un ego comme ça, très, très à la recherche, entre guillemets, d'un futur meilleur, il va souvent avoir un degré de satisfaction très moindre, avec une grosse difficulté à reconnaître ce qui va. Il va toujours regarder ce qui ne va pas. Il va regarder ce qui devrait aller mieux. Il va regarder ce qui reste à faire. D'accord? Alors on se couche le soir en se disant, mais j'ai fait, il y a tout ça que j'ai pas fait. Et on se réveille le matin en se disant, j'ai encore tout ça à faire. Mais jamais il va regarder tout ce qui a été fait. Hein? Et à quel point tout ce chemin qu'on a, et comment je peux me remercier d'avoir déjà fait ceci. Non, non, l'ego, lui, il est toujours un cap plus loin à mettre la pression. D'accord? Donc, j'en parle négativement parce que c'est l'aspect qui nous intéresse. Bien sûr qu'il y a la poussée positive aussi. Mais pour notre... là où moi j'ai énormément été aidée par cette compréhension, c'est que c'est presque impossible d'aller vers un mieux-être. J'entends par un mieux-être, non pas la chaise du bonheur dans laquelle on s'installe, je reviens, mais un mieux-être dans la capacité à être, à accueillir sa vie, à être dans le mouvement, à être présent. Puisqu'on a vu que c'est quand même ça qui est important. C'est une question de regard. C'est pas tellement les éléments qu'il y a dans nos vies qui ont une importance, c'est la façon dont on les regarde. Parce que les événements, ils sont là pour nous tous. Il y en a des plus marrants, il y en a des moins marrants, il y a des moments difficiles, etc. Mais si j'ai un regard, si j'ai une attitude face à ça, qui est positive, qui va me permettre de ne pas laisser l'ego investir ce terrain-là, parce que dès qu'il s'en mêle, il y a cause de souffrance. Parce que, comme je vous le disais, si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup, il va tout faire. Pour ne pas être dans le présent. Le présent est très angoissant, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Si je suis totalement immergée dans le présent, j'ai plus d'attente, je ne suis pas en train de faire ou de construire quelque chose, je suis juste en train de vivre. D'accord? Et ça, pour l'ego, c'est terrifiant. Lui, il a peur et il projette toujours de la construction. Donc lui, il va nous amener à futuriser. Alors vous vous reconnaîtrez peut-être. Toujours un plan plus loin. La vie sert à aller quelque part. Tout ce que je fais, c'est toujours dans l'idée de ce qui va se passer après. Je ne suis pas dans la conscience de ce que je vis là. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le moment présent, le passé, il existe? Est-ce qu'il existe? Oui, bien sûr qu'il existe. Alors, il fait partie des expériences. Il a existé. Il a existé. Mais c'est quoi? Il est passé. Il est passé, bien sûr. C'était bien des moments présents, mais ils sont terminés. D'accord? Alors nous en avons, parce que nous avons un outil ici extraordinaire qui nous permet de nous en rappeler. C'est très bien. On peut encore lui donner vie par ce boîtier. Mais on ne peut pas le vivre. Mais ça n'existe plus. On ne peut plus le vivre. La seule chose qu'on va non seulement on ne peut plus le vivre, mais en plus on l'a complètement interprété avec le fameux boîtier. Ça veut dire que ça n'est plus la vision qu'on va en avoir et la façon dont on va nourrir, ça n'est même plus la réalité. C'est complètement distorsionné. Donc c'est une aventure. Et le futur, est-ce que ça existe? Non, encore. Bah non, ce sera un moment présent au moment voulu. D'accord? Mais il existe parce qu'encore une fois, on a cette affaire-là qui nous permet, mais encore une fois, c'est des scénarios complètement illusoires. Oui. Ça n'est jamais que notre cinéma intérieur. La seule vie que nous ayons, c'est là, maintenant. Ici et maintenant. C'est là. D'accord? Et c'est la seule qu'on vit pas la plupart du temps. Voilà, laisse passer. Et oui. Hein? Donc vraiment, pour l'ego, c'est très angoissant d'être là. C'est pour ça que c'est si difficile. D'accord? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dire, bon, ben non. Parce que lui, il n'arrête pas son job pour autant. D'accord? Il est tout le temps en train de ressasser. Ça, c'est un mot que tout le monde connaît, ressasser. Hein, blabla, il retourne. Il y a des personnes qui ressassent. Dans le passé, un événement où l'ego n'a pas eu prise. Reconnaissez, c'est l'ego qui fait ça. Ça s'est mal passé avec un copain. Vous êtes disputés il y a 3 jours. Et bien, qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il n'accepte pas ça. Parce que toujours, il faut avoir le contrôle sur les événements. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il repasse l'histoire en boucle.
Oui, mais si j'avais dit ça, il m'aurait dit ça. Et si j'avais pas fait ça, il aurait fait autrement. Et peut-être ça se serait passé comme ça. Et d'ailleurs, et ceci. Et alors, il le fait pas une fois, il le fait 100 fois. La même histoire. Parfois la nuit, le matin, en boucle, des jours et des jours. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'ego. D'accord? Qui lâche pas son morceau. Je vais obtenir que ça se passe comme moi, je crois que ça devait se passer. D'accord? C'est des quêtes de pouvoir à l'intérieur de nous. L'ego, il est dans le pouvoir. Il est dans le contrôle. C'est pas simple. Hein? Donc, c'est très important et très éclairant d'arriver à identifier ça. Comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de moi? Parce que tant que j'en ai pas conscience, c'est absolument impossible d'avoir une prise là-dessus. Ça veut dire, pour schématiser, que mon ego vit ma vie à ma place, quoi. Ouais, c'est lui qui gère le bin. Il essaye. Il essaye. Et il essaye, mais il y arrive bien, malheureusement. Hein, parce que dans ce travail-là, je ne suis pas consciente déjà, la plupart du temps, parce qu'il est tout le temps, c'est une pression permanente. Hein. Les pensées sont permanentes, et il y a aussi cette notion de contrôle. Hein. Donc, forcément, il est très réactif. Quelqu'un me fait une critique. D'accord? Oui, mais Anne, je sais pas moi, peut-être c'est trop long ta conférence. Le premier en ligne de mire, n'oubliez, voilà, c'est toujours celui qui dit attention, moi je défends le territoire ici, Anne elle doit être parfaite, hein, pas question qu'il y ait. Et du coup, ça le vulnérabilise. Qu'est-ce qu'il fait en général? S'il n'a pas été éduqué, il se défend. Il répond. Oh oui, mais bon, tu sais, il se justifie. Ouais. D'accord? Ou il attaque. Ouais. Oui, mais toi, t'es toujours à l'heure, toi? Oui. Oui, ce que je vous dis. Il renvoie la balle, ping-pong. Vous connaissez ça? Donc ça, c'est des attitudes défensives. Il défend toujours son territoire, d'accord? Mais bon, en attendant, il nous empêche d'être en relation avec nous, déjà, avec les autres, parce que c'est tout le temps défensif. C'est des jeux de pouvoir permanents, y compris sur nous-mêmes. Alors, on nous demande d'être en relation les uns avec les autres, avec nos compagnons, nos enfants. Facile. C'est pas simple, hein? Facile. C'est facile, oui. Vous voyez qu'il aspire à quelque chose. Il aspire à un futur meilleur. Il aspire le bonheur. C'est plus tard, d'accord? C'est jamais assez bien. De toute façon, le moment présent n'étant pas parfait, il va falloir continuer à construire. C'est pour ça que je vous disais, on peut toujours se dire qu'on va être plus heureux quand. C'est très bien de se le dire, sauf que ce sera jamais vrai. Dans le sens où c'est toujours une quête de l'ego, ça, qui se dit, il y a des moyens extérieurs. Je vais, par des moyens extérieurs, en travaillant sur des conditions extérieures, je vais pouvoir obtenir la paix intérieure. Vous le savez déjà, ça, hein, parce que vous avez déjà obtenu plein de trucs, vous avez déjà fait plein de choses, mais est-ce que pour autant, ça permet à un moment donné de se fluidifier et d'apaiser? Non, pas par ce moyen-là, d'accord? Et ça, les objectifs de l'ego, la plupart du temps, c'est quand on va identifier dans nos vies, on va être en quête d'en faire plus, d'en avoir plus, hein, plus de biens, une plus belle maison, plus de ceci, on va acheter plein de trucs, on va consommer, quoi, d'accord? L'ego, il aime ça. En plus, on vit dans une société où on est encouragé à faire ça. Donc, après, il va aussi faire plus. En faire encore, me former encore plus, en donner encore plus, travailler encore plus, voilà. Ou faire plus à plein de niveaux différents pour continuer à maintenir son identité. Donc, il va être dans la quête d'un futur meilleur. Alors que, on l'a compris, le bonheur, c'est là. C'est une attitude, c'est une façon d'arriver à être présent déjà, pour commencer. Une notion que je n'ai pas abordée aussi, mais je vais le faire très rapidement, parce que j'imagine, c'est cette notion de responsabilité. C'est quelque chose que je travaille énormément, je travaille dans les stages, mais aussi en groupe, et je vous assure
que c'est un point pas facile à intégrer pour chacun de nous. C'est cette fameuse conscience de la responsabilité. Ça veut dire je sors de la victime, je sors de cet état où je crois qu'il y a quoi que ce soit à l'extérieur qui est responsable à ma place de ce que je vis. Et voilà. Et j'arrive à intégrer que je suis totalement responsable de tout et à 100%. Ça, moi, je trouve que c'est pas si facile à digérer que ça, mais... Non, mais c'est ça. C'est pourtant ça. Alors, de le digérer, c'est une chose, mais de l'appliquer, c'est un autre. De tout ce que je vis, de tout ce que je crée, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je ressens. J'ai pas dit coupable, hein. C'est pas pareil, hein. J'ai pas dit coupable, j'ai dit responsable. Tant que je n'en suis pas à cette conscience-là, je ne peux pas faire le pas suivant dans mon évolution intérieure. Je vais toujours agir à l'extérieur. Et l'ego fait ça. Il dénomme des responsables dehors. C'est ce qu'il fait. Il fait la guerre, l'ego. Il compare, il regarde les autres, il les juge, il fait... C'est pas la plus belle partie de nous. C'est pas la... Et elle est là chez tout le monde. D'en avoir conscience, ça aide. Hein? Parce que c'est une partie qui passe beaucoup d'énergie à regarder ce qui se passe dans le jardin des autres, hein? À affiner, à comparer, à obtenir réparation parce qu'on estime que l'autre... Et puis à vous bouffer la vie surtout. Il passe sa vie à vous bouffer la vie. Exact. Donc, de nouveau, on voit cette influence-là, d'accord, dans nos relations et dans tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai que, voilà, juste en termes de... Il est quelle heure, notre dit ? Écart. Bon, ça, je me situe. C'est important de comprendre ça parce que pour moi, aujourd'hui, et c'est ce qui a changé un peu ma pratique il y a déjà longtemps, c'est que juste avec mon formatage de psychothérapeute, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'aidais pas grand monde, je n'aidais déjà pas moi-même, mais alors j'aidais les gens à comprendre mieux, effectivement, comprendre mieux comment ils s'étaient construits comme ça, quels événements avaient contribué à... Alors c'est sûr que de comprendre, ça apaise un petit peu, mais ça ne met pas l'ego en délivrance. Au contraire. Et ça, je l'ai constaté qu'il va encore plus se nourrir. Ah, mais voilà pourquoi je vais mal, parce que ma mère, mon père, ceci, cela, j'ai vécu de choses. C'est sûr que là, oui, mais tout ça, ça existe, bien sûr qu'on a des blessures. Voilà, bien sûr que tout ça existe, etc. Mais lui, l'ego, il dit, voilà qui je suis, hein, et voilà pourquoi je suis comme ça, et je m'accroche à ça, puisque c'est ce que je suis. Donc, c'est pas simple à ce moment-là de commencer à travailler dans l'instant présent. Déjà, quand on passe son temps à aller voir dans le passé, même s'il a existé et que c'est utile de le faire un moment, je veux dire, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que la vie, elle se passe pendant ce temps, elle est là. Et ce qu'on a à apprendre chacun de nous, c'est vraiment comment je fais. Pour être présent. Pas tout le temps, mais le mieux possible, de mettre de la conscience dans ce que je vis, de prendre la responsabilité. Facile à dire, moins facile à faire. Hein? Pour ça, il faut déforcer l'ego. Il n'y a pas le choix. Déforcer, ça veut pas dire la battre. Ça veut dire créer un partenariat avec lui, plutôt que lui laisser tout le territoire. Et croyez-moi, à peu près chez chacun de nous, tant qu'on n'a pas fait ce travail, il a à peu près tout le territoire. C'est impressionnant. La peur, l'être humain vit dans la peur. Pour un oui, pour un non. Juste ici, par exemple, je vous demanderais, vous savez quoi, maintenant qu'on va se détendre un petit peu, je vous propose de venir tour à tour chanter une petite chanson. Bien sûr, il y en a qui vont le faire, mais pas beaucoup. Hein. Ça peut arriver. Mais déjà, là, c'est rien, je dis, on propose ça à un jardin d'enfants, ça va. L'ego n'est pas encore... Et attention, ça va vite, hein, ça vient tôt. Hein. La construction de l'ego, elle se fait tôt. Mais, je veux dire, c'est déjà terriblement angoissant pour l'ego. Je dis, oh là là, chante une petite chanson, mais... et pourquoi c'est si angoissant? Vous vous rendez compte? Ça, je veux dire, il n'y a rien qui fait mal, qui tue, c'est rien de grave de chanter une petite chanson. Mais alors là, pour l'ego, c'est terrible. C'est très très grave. Hein? Et qu'est-ce qui est si grave? Jugement. C'est le jugement des jugements. La peur du jugement. On revient toujours à ça. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'ego domine la réalité? Je vis dans un bocal. Comme ça que je le dis. Voilà le bocal.
Le bocal, vous connaissez les poissons rouges. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Hein? Le poisson rouge, il a une faculté extraordinaire. C'est que quand vous allez le chercher et qu'il est tout petit, vous le mettez dans un petit bocal. Chez nous, on a ça dans les foires. Bon, eh bien, vous mettez le petit poisson rouge, il va rester dans son bocal. C'est un peu cruel comme vie, vous direz. Et si vous le laissez dedans, qu'est-ce qui se passe? Il garde sa taille adaptée au bocal. Vous retirez le petit poisson, vous le mettez dans un étang ou un gros bocal, il va grossir. Dans un étang, il va devenir énorme. Est-ce que c'est pas magique ça? Ça veut dire que pour survivre, il va adapter sa taille à l'environnement dans lequel il se trouve. C'est extraordinaire. Ben, je vous dis, je trouve comme processus de vie, et vous le laissez, je ne sais pas combien de temps ça vit, je dis n'importe quoi, mais vous le laissez 10 ans dans le bocal, il reste 10 ans, avec sa taille. Et il mourra avec cette taille-là. Donc, il y a un processus d'adaptation à l'environnement qui est incroyable. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Pas avec la taille, hein, encore heureux, mais c'est le même processus d'adaptation. C'est-à-dire que nous allons aussi, selon que l'ego va lâcher du terrain ou pas, vivre tout petit comme ça, dans un petit bocal, ce que moi j'appelle la bulle de confort. C'est-à-dire un périmètre où on se sent, où l'ego se sent relativement en sécurité et non menacé. Et là, l'ego, il va défendre ce territoire, d'accord, pour pas nous mettre en inconfort, pour pas nous menacer. Hein. Ça veut dire que chanter une petite chanson, pour 98% des gens, c'est déjà une menace de territoire pour l'ego. Il dit non, non, là je suis pas sûre que tu vas être bon. Tu vas peut-être chanter faux. Les autres, ils vont peut-être se moquer de toi. Tu vas pas être parfait. Dans le regard des autres, tu vas avoir des choses que tu n'as pas du tout envie de voir. Donc tu n'y vas pas. Voilà, je chante pas. Bien sûr que je chante pas. D'accord? Oui, mais est-ce que ça, pour se déployer dans nos vies, vous trouvez que c'est... Non. Zéro. Ok, qui défendent notre territoire pour des choses qui sont On ne peut pas avancer. utiles. Hein. Mais en termes de déploiement, la bulle de confort, c'est l'asphyxie. Hein. Et la plupart des humains vivent l'asphyxie. C'est-à-dire un territoire qui est très restreint. Parce que sortir de son confort, ça devient quelque chose qui devient très difficile à la longue. Plus on en sort, plus on y prend goût, par contre. Hein. Voilà. Par contre, moins on en sort, plus... Voilà. Et donc, comme le petit poisson, soit on reste tout petit jusqu'à la fin, soit on se déploie. Et se déployer, ça veut dire juste prendre sa taille normale, pour moi. Ça ne veut pas dire devenir un gros poisson nécessairement, ça veut dire juste être soi. Pour moi, le déploiement humain, c'est ça. C'est avoir la capacité de manifester qui on est. Ni plus, ni moins. Sans peur et sans... Ben, sans peur, c'est peut-être prétentieux. Hein. Mais... avec ce que je vais appeler des peurs utiles, des peurs utiles. Voilà, et des peurs gérées. On peut avoir des informations de temps en temps et nous dit, tu sais, est-ce que c'est très prudent, Anne, d'aller en pleine mer sans gilet? Bon, je peux écouter celle-là. Du coup, je me dis, bah oui, t'as raison, c'est vrai, je vais aller prendre un gilet. Ok, ça c'est une peur qu'on peut écouter, elle va me servir. Par contre, les peurs qu'on a à toute la journée, en permanence guetter dans le regard des autres, voir ce que peut-être il va penser, interpréter, blablabla, ça c'est effrayant. Passer son temps dans le futur à imaginer des scénarios qui ne se passeront jamais et avoir déjà peur dans le présent, comme on peut le faire, à imaginer tout ce qui ne se passera jamais, c'est infernal. Donc, c'est vraiment arriver à canaliser ça, sachant que c'est une instance qui vit dans la peur. À un moment donné, pour moi, c'est le travail intérieur que nous avons à faire. Je ne crois pas qu'un humain puisse faire l'économie de ça. Pour se déployer. Hein? Autrement dit, pour vivre pas bien, parce que c'est ridicule de prétendre à aller bien tout le temps, ça n'a pas de sens. Enfin, bien, je veux dire, moi, pour moi, oui, bien tout le temps, c'est dans mon jargon, moi, c'est possible, mais pas confortable tout le temps. C'est pas parce que c'est inconfortable que ça doit être vécu comme un moment de résistance, entre guillemets. D'accord ? Mais par contre, d'arriver à surfer dans les mouvements de la vie ou sur les vagues de la vie, ça veut dire accompagner les mouvements. Des faciles, des moins faciles, des épreuves, tout ça existe. C'est la façon dont on va pouvoir
vivre ça, accueillir ça et gérer ça qui va nous permettre ou pas de traverser ces épreuves et de les vivre bien, même avec de la douleur. On peut vivre bien. Accepter. Voilà. C'est l'acceptation qui est la clé. Et ça, pour moi, c'est la clé dont on n'a pas encore parlé. C'est vraiment cette capacité d'accepter, de s'accepter soi déjà. Et pour ça, encore une fois, il n'y a pas tellement de solutions. Il va falloir dealer avec l'ego. À un moment donné, il va falloir y passer. Sinon, c'est tout le temps de la pression intérieure. Des systèmes de protection qui se mettent en place et des relations qui ne sont pas simples avec soi et avec les autres. Et ensuite, il y a cette notion d'acceptation, c'est-à-dire d'être capable d'accueillir ce qui se passe, de ne pas y résister. Ça ne veut pas dire de le subir. Ça veut dire d'être capable d'être dans le présent. Et ce qui se passe dans le présent. Et de pouvoir l'accueillir, ça veut dire ne pas en permanence mettre des connotations dessus, parce que ça c'est encore une fois l'ego. Et de pouvoir, de ce qui se passe, faire quelque chose, traverser, construire quelque chose, aller vers ce qui a du sens pour nous, mais sans résister. Plus nous résistons, plus nous souffrons. Ça, c'est une clé qui est extrêmement importante. Il ne suffit pas de la comprendre avec son mental, il s'agit de l'intégrer. Et ça, c'est un travail. Donc, concrètement, pour le travail qu'on vous propose ici, alors moi, ça m'anime beaucoup. Le stage, le voyage des héros, bon, je pense qu'il y en a qui sont inscrits parmi vous déjà ici. En France, c'est le stage qui se passe le plus, et c'est aussi le stage qui me semble aujourd'hui dans un départ de travail à propos de ce dont on vient de parler, le plus libérateur ou le plus puissant. Alors, il ne s'agit pas d'actionner une baguette magique et de dire abracadabra, tout est résolu, l'ego, non. Mais il s'agit de vraiment comprendre intérieurement. Parce que le mental, je le vois, je vois que vous me suivez. Je guette ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une compréhension de ce qui se passe. Vous pouvez certainement identifier des choses chez vous, voir comment ça fonctionne, vous sentir plus ou moins appelé dans certaines choses que je dis. Mais après, de là à vraiment identifier cette partie réellement, de la voir fonctionner, et puis surtout d'arriver à apaiser ça, parce que le but ici, vous avez compris, même si je parle de tout ça, presque en lui mettant un nom, on dirait un personnage, hein, je le fais exprès pour qu'on puisse comprendre les choses, l'idée, c'est effectivement de trouver ce fameux apaisement. D'accord ? Et l'apaisement, ça n'est pas magique en soi, c'est arriver à trouver cet endroit à l'intérieur de nous où nous pouvons commencer à accueillir les choses, à déforcer ce personnage à l'intérieur de nous qui vit notre vie à notre place. Et pour ça, il faut le conscientiser, il faut le voir. Il faut qu'il y ait une conscience à propos de ça. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est une clé, encore une fois, en or. En tout cas, pour moi, toutes les clés en or, elles sont là. Elles ont été signalées, d'accord, sur un chemin personnel. C'est la position de témoin, c'est-à-dire la capacité à ne pas s'identifier à ce que nous vivons. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos expériences, que ce soit nos émotions, ne pas s'identifier. Être conscient que nous faisons des expériences, mais que tout nous n'est pas impliqué là-dedans. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quand on commence à y arriver, on récupère sa vie, littéralement. Donc, le voyage des héros, c'est vraiment c'est un stage en immersion. C'est très important que ce soit en immersion. Pourquoi ? Parce que c'est un voyage. Il s'appelle déjà le voyage des héros, puis c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça. C'est un vrai voyage intérieur et il y a vraiment un processus progressif qui est proposé tout à fait dans le vécu. D'accord ? On n'est absolument pas dans le mental, c'est pas une formation, on n'est pas là en train d'apprendre des théories, il n'y a rien de tout ça. C'est un vrai voyage. Et la mise en place, ça fait plus de 15 ans maintenant que ce stage existe, c'est de proposer une expérience qui soit suffisamment révélatrice pour faire plein de choses déjà. La première, c'est vraiment comprendre le mécanisme de cet ego et l'apaiser. Il y a un travail d'apaisement qui, tout ego demande à être apaisé. D'accord ?
Un peu comme si le cri du cœur derrière, c'était « j'ai besoin d'être apaisée quant au fait que je suis aimable, que je suis reconnue et que j'ai rien besoin de mettre en place encore et encore pour que ça soit le cas. » Parce que sinon, il y a une espèce de jamais apaisé qui est là. Ce vide intérieur, nous le connaissons tous. Quoi qu'on fasse, on peut en faire et en faire et en faire. Il est toujours là. Toujours. Même si on trouve l'amour, même s'il y a des gens autour de nous qui sont aimants, etc. À un moment ou à l'autre, il va refaire sa place. Dès qu'il est insécurisé, hop, on est de nouveau confronté à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer un travail à propos de ça et de créer déjà un apaisement, une conscience et un apaisement de cette partie de nous. Il y a un gros travail de libération au niveau des schémas. Parce que j'expliquais que l'ego s'est construit à partir, il n'est pas construit à partir de rien. Sur quoi il s'est basé pour construire votre personnalité? Qu'est-ce qui l'inquiète tant que ça? Quels sont ses critères de référence, etc. C'est toute la construction. Donc, il y a un travail de deuil, d'apaisement, et au niveau de tout ce qui est blessant, de tout ce qui est non apaisé en nous. C'est un gros travail, ce stage. Vraiment, à plein de niveaux différents. Avec comme résultante, après quand même 15 ans, je crois que j'ai eu pas mal de feedback, outre un gros travail d'apaisement, parce que vraiment c'est comme ça que ça se manifeste, un travail de libération de tout ce qui est pesant, c'est-à-dire conscient ou pas, ça veut dire les choses que je trimballe, qui font par avant et qui m'empêchent tout simplement d'être là, dans ma vie, d'être présent. Donc il y a un gros boulot. Moi, ça fait des années que je travaille plus en ce stage. Je ne travaille plus avec quelqu'un qui n'a pas fait ça parce qu'on gagne un temps fou à faire une expérience comme ça, qu'on ne peut pas faire en cabinet parce qu'il faut un groupe, parce qu'il faut ce temps-là, parce qu'il faut qu'on puisse mettre en place les processus pour que ça se passe. Donc là, ça c'est pour le voyage des héros. Et s'il y en a parmi vous, profitez-en, qui se sentent dans une énergie maintenant, disez bon, ça me parle, voilà, j'ai envie de faire quelque chose par rapport à ça, j'ai envie de m'apaiser, d'aller voir et de me donner vraiment un gros coup de fouet par rapport à ma vie aujourd'hui. C'est vraiment un travail très, très libérateur. Ça demande d'être un peu audacieux, hein, d'y venir, mais franchement, voilà, moi je crois que c'est un beau cadeau à se faire. Et donc s'il y a encore des preneurs, il reste des places, si vous voulez venir, et puis s'il y a des questions, je vais y répondre tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui reste quand on a fait le stage? Alors pour moi, c'est un énorme déclencheur. Hein. Donc je ne crois pas, je ne visualise pas qu'on puisse revenir en arrière par rapport à ça. Et c'est ce que je vérifie. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre. Hein. Ça veut dire que c'est... il y a un avant, un après. D'accord ? Il y a tellement de choses qui se passent dans un stage comme celui-là, à plein de niveaux différents, que voilà, on dépose toute une partie de valise et en même temps, il y a quelque chose qui vient se réparer. C'est surtout, je pense que la grosse clé de ce stage, c'est la réparation qui se fait au niveau de ce dont on a parlé là. C'est-à-dire cette espèce de trou béant que nous avons tous à l'intérieur et qui demande à être vu. Donc, voilà. Je répondrai à vos questions après. Parce que voilà, on m'a demandé de spécifier un peu les ateliers. L'atelier de samedi ici, à l'hôtel, c'est un atelier sur l'estime de soi. Alors, ça m'a semblé tout à fait complémentaire. Je sais qu'il y en a qui font et le stage et les ateliers. Ça n'est pas du tout, voilà, tout va ensemble entre guillemets, puisqu'on va toujours travailler sur l'ego. On ne peut pas travailler sur l'estime de soi, vous l'avez compris, sans aller travailler sur l'ego, sauf que là, bon, dans un atelier d'une journée comme ça, on ne peut pas faire tout un processus suivi, donc on va beaucoup moins profondément, mais par contre, vraiment l'idée, c'est de vous donner la capacité de regarder réellement ce qui se passe là, c'est-à-dire au niveau de votre estime de vous. Ça revient au regard que vous avez sur vous.
qu'est-ce que l'ego a investi comme terrain là, quelle est la pression qu'il met, comment je peux commencer à sortir de là. On va vraiment essayer d'amener ça pratiquement, hein, comme on peut en une journée, mais avec, voilà, avec déjà le souhait de ma part de vous donner de la matière pour faire ce travail d'apaisement. Hein. Avec ceux qui viennent au voyage des héros, ce sera tout à fait complémentaire, hein, parce que là, on va travailler sur des outils plus concrets. Et bon, c'est sûr que le stage a eu après, mais l'apaisement réel, il aura lieu à ce moment-là au niveau du stage. Alors, le stage de dimanche, c'est la communication non violente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça pour la plupart d'entre vous. Moi, c'est un outil qui a changé tout simplement et ma pratique, et ma vie, et ma façon de concevoir la relation. Surtout, pas seulement comme outil de communication, pour moi il va bien au-delà. C'est vraiment, encore une fois dans le même sens que le travail que je fais, j'ai vraiment compris qu'il nous permet de s'adapter et de comprendre aussi comment je rentre dans des jeux de pouvoir avec moi-même et avec les autres. Et du coup, tout ce que ça rend, je veux dire, maladif, entre guillemets, notre manière d'être en relation. Pour moi, ce n'est pas du tout seulement un outil de communication, même si c'est en est un qui est extraordinairement puissant. Dire, pour moi, la communication non violente, c'est un des outils, j'en ai étudié plein, moi, des outils de communication, et là, j'ai vraiment trouvé un outil qui est extrêmement pratique à utiliser pour assainir sa communication. Mais ce qui me plaît, moi, surtout dans ce travail, c'est que ça n'est pas juste assainir sa communication. C'est-à-dire, je ne vais pas juste emballer des mots pour qu'ils passent mieux. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Même si c'est le cas. Vous pouvez très bien utiliser la communication non violente à la lettre comme outil et vous allez mieux formuler les choses. C'est un fait. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Parce que c'est très bien d'emballer les choses et de dire bien, mais l'idée, c'est d'aller voir aussi quel type de relation j'ai. Comment est-ce que je communique, mais ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi surtout. Quelles sont mes intentions. Donc là, dans un atelier comme ça, une journée, vous imaginez bien, c'est pas le but d'apprendre la communication non violente. C'est pas possible, d'accord? Moi, j'ai plus comme envie de partager avec vous, avec des exercices et des démonstrations, réellement que vous compreniez où vous en êtes dans votre manière d'être en relation avec vous et avec les autres. Que vous ayez cette conscience. Ensuite, si vous êtes, et je vous donnerai l'outil dans sa base. Si vous avez envie d'approfondir et d'étudier, vous pouvez tout à fait le faire. Après, c'est un moyen, même par vous-même, hein, je veux dire franchement, c'est totalement abordable. Mais ici, pour moi, l'idée, c'est vraiment, dans le même sens que je dis là, d'aller plus loin que ça et de travailler sur la capacité à voir comment vous fonctionnez dans la relation. D'accord. Donc ça, c'est aussi très pratique, très utilisable tout de suite et surtout très éclairant quant à, de nouveau, comment je fonctionne et comment je fonctionne avec les autres. Et comment je gère mes émotions et je mets mes limites et tout ça, c'est vraiment utile avec la communication non violente. Donc on va l'aborder vraiment de façon ambitieuse, à mes yeux, c'est-à-dire vraiment dans le plus profond de ce qu'on peut aller y chercher. Voilà, je pense qu'en tout cas au niveau de ce qui va se passer ici, dans les grandes lignes en tout cas, voilà, la conférence vous permet de comprendre un peu autour de quoi s'articule finalement tout mon travail et les ateliers, c'est les lieux d'expérimentation pour venir voir et travailler à propos de ça chez vous, sur vous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à soit ce qui a été dit pendant la conférence et abordé, quelque chose à clarifier ou quoi que ce soit? Ou est-ce que vous avez des questions par rapport au stage de la semaine prochaine, du week-end prochain, ou aux ateliers de ce week-end? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin de savoir, concret ou moins concret?
Et je voudrais savoir parce que je ne suis pas français, alors Oui. j'ai des difficultés. Je comprends très bien le français, mais je n'ai pas le temps de prendre des références Oui. parce que ça m'empêche de continuer à écouter et à comprendre. Oui, Alors s'il a quelque chose imprimé, quelques bases pour... Oui, c'est le cas. Ok. Dans les merci. ateliers, c'est le cas. Ok, merci. Mais c'est, quelle que soit la langue, comme moi je vais beaucoup dans l'expérience et dans le vécu, ça n'a pas d'importance. Ok. Dans le stage, ça n'a pas d'importance et dans les ateliers non plus. Non, mais Oui. je me rends compte parce que j'ai fait beaucoup de stages Oui. dans ma vie. Oui, Et alors, on commence quand on fait les stages, on est plein d'enthousiasme et tout ça. Et après, même si on a un texte, quelquefois on ne retourne plus jamais dessus. Ah. Et après, si on n'applique pas, on oublie. Et, Ah, ah. souvent, il y a des autres choses qu'on apprend. ah, c'est sûr que c'est quand on n'applique pas, Voilà, en général, alors c'est- ça s'intègre pas. C'est ça. Voilà. Mm. Alors, je pense que c'est même une toute petite base écrite qu'on peut Oui, oui, retourner. Bien sûr. Et pour moi, personnellement, il serait une grande aide. J'entends bien. Oui. Vous avez parlé donc de l'ego, vous avez parlé du vide intérieur. Oui. C'est la même chose? Non. Non, non. Non, vous êtes passé de- Oui, je suis passée comme ça. Le vide intérieur, c'est vraiment. J'en ai parlé en fait. J'ai parlé de ce moment de séparation où tout à coup il y a cette compréhension que j'existe et que je suis séparée des autres. Et c'est très souvent comme nous le percevons, vécu comme je suis seule et je ne suis pas complet. Je ne peux pas me suffire à moi-même parce que je n'ai pas cette reconnaissance de moi. Donc, c'est comme ça que je l'explique, mais c'est comme ça que la plupart d'entre nous le sentent. C'est vraiment ces moments de solitude où même si on est super entouré, même si on fait plein de choses, c'est comme si il y avait cette sensation-là qui était présente et qui est là depuis très tôt dans nos vies. Ça veut dire que j'ai été si claire que ça? Oui, absolument. Oui, Wow. je peux vous placer. J'ai mon ego qui se pose la question. Pour le week-end, comment ça se passe exactement? Alors, à quel niveau? L'organisation, en fait, on dort là-bas. Alors, l'organisation, effectivement, l'idée c'est. Donc, ça se passe à. Alors, moi, La je vois- plénitude. la plénitude. À Fayence Bay. Voilà. Et donc, ça démarre vendredi à 14h. Les journées. Vendredi prochain. enfin, le- Oui, pas le ce 8 mai, vendredi-ci, ouais. le 8 mai. Voilà. Et c'est un processus suivi, donc jusque dimanche soir. C'est assez dense, hein, c'est un vrai chemin. Et donc pour moi, l'idée c'est vraiment de se couper. Alors c'est pas pour quelqu'un pour qui c'est absolument pas possible, pour une raison ou une autre, vivable, etc. Moi, je n'ai pas de souci, moi, avec le fait qu'on rentre chez soi, à part que les horaires sont super denses. Je vous le dis, c'est dense. Mais ça coupe complètement le processus. Et c'est un processus, c'est vraiment, un voyage des héros n'en fait qu'un dans sa vie. C'est généralement, je pense qu'on l'oublie jamais. C'est vraiment, voilà, c'est une vraie expérience de vie qui est extrêmement forte et puissante et nourrissante. Mais je veux dire, de rentrer chez soi, d'avoir les questions, de dire t'as fait quoi, de devoir. Enfin, c'est vraiment une super mauvaise idée. Voilà. Pour profiter. Je veux dire, on fait un stage comme ça qu'une fois dans sa vie. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper important de se. C'est jamais que 2 jours. C'est pas long. C'est très long et pas long. Et donc, de couper ça, je peux comprendre. Il y en a, je pense d'ailleurs, dans les inscrits, il y en a qui habitent carrément, si pas à côté, enfin ici tout est à côté, donc c'est pas difficile. Ça dépend à quelle heure. Voilà, mais de rentrer chez soi, c'est complètement déconseillé. Je l'ai accepté encore une fois récemment parce que j'ai donné le stage, je le donne très souvent ce stage-là en France. C'est un stage qui a beaucoup de succès et puis j'ai des personnes qui viennent, qui habitent à côté, vraiment, qui me disent mais moi à pied je rentre chez moi. Je dis non,
le fait pas. Et la personne qui l'a fait, à qui j'ai finalement dit, écoute, c'est ta responsabilité, mais pourquoi j'ai fait ça, hein? Parce que effectivement, voilà, ça coupe, voilà, il y a quand même, il y a ce qu'on fait, et puis même, ça, c'est un chemin qui se fait, qui travaille, qui continue à travailler, et de rentrer chez soi, bah, c'est des questions. C'est la rencontre avec son quotidien, c'est se remettre dans le truc, et ça coupe tout ce chemin qui est en train de se faire. Donc je trouve ça, voilà. Et l'ego en train de le mettre des pensées. Et l'ego qui s'y... Alors là... Donc franchement, quand tu as fait un beau voyage comme celui-là, faites-le en entier. Si tu ne veux pas descendre à mi-chemin, faire des escales, tout ça, c'est pas bienvenu. Voilà, donc oui. Et comment cette idée de stage vous est venue? Comment vous l'avez conçue? Est-ce que c'est une synthèse de toutes vos expériences, de votre cheminement spirituel dont vous avez pas voulu trop parler? Ouais. Alors il y a à peu près 15 ans maintenant que ce stage s'est construit. Alors en soi, j'ai rien inventé. Dans le sens où c'est plutôt l'idée, pour moi, le questionnement, ça a été comment, à partir du moment où j'ai pris conscience de l'endroit où chaque humain se confronte. C'est-à-dire que le voyage du héros, c'est un passage obligé. C'est un chemin que tout le monde fait et va faire. Et quelque part, c'est une économie de temps. C'est comme ça que moi, je l'ai conçu. On se dit, mais toute personne qui va venir travailler avec moi, elle va forcément se retrouver à devoir prendre conscience de ça, aller libérer ce plan-là, etc. Et donc, j'ai vraiment une grande conscience de la qualité du travail, et de groupe, et de l'immersion, dans le sens où on peut vraiment faire des processus suivis. Pour moi, c'est pas du tout l'idée de mentaliser quoi que ce soit dans un stage comme ça, c'est d'ailleurs pas du tout le cas. Hein, et à la limite, si vous comprenez rien, c'est même pas grave. Vous comprendrez après. L'idée, c'est vraiment de suivre le chemin, en fait, finalement. Et donc, oui, l'idée, ça a été tout ma progression. Moi, d'ailleurs, ce stage, il a beaucoup évolué ces dernières années parce que j'ai continué à travailler, et le stage, il évolue en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je transforme parce que ça me semble plus percutant et que ça va amener. Donc, l'idée, oui, c'est d'amener effectivement un processus avec des clés, des outils. Oui, bien sûr que je me sers de tout ce qui est possible pour finalement faire un tout cohérent, mais qui amène là où je voudrais que ça mène, c'est-à-dire là où je vous ai dit. Voilà. Juste un petit appel aux hommes, parce qu'il y en a quand même quelques-uns ici chouettes. Alors, moi je suis pas... je ne sais pas comment ça se passe ici. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup d'hommes dans les stages et on en est ravis. Hein, le dernier, on avait même plus d'hommes que de femmes encore. C'est rare, mais ça devient de moins en moins rare dans le travail que je fais parce que les hommes sont aussi très concernés par l'ego. Non, c'est pas possible. Hein? Donc, et donc ici, pour nous, c'est très important d'avoir une dimension masculine dans les stages. Hein, et notamment dans le voyage des héros. Donc s'il y en a parmi vous, l'un ou l'autre ici, qui sent que ça l'appelle, mais qui n'oserait pas faire le pas, ou qui se dit oh plus tard, mais que vous sentez que ça vous appelle, surtout venez nous rejoindre. Parce que c'est vrai que c'est particulier, en tout cas dans nos inscriptions, pour le moment, il y a une grosse dimension féminine, mais c'est le cas ici ce soir aussi. Hein, donc, voilà, et les femmes, elles sont plus courageuses. Eh ben, c'est même plus en discussion. Ouais, c'est plus facile, en tout cas, d'entamer un travail intérieur. Et en même temps, moi, je mets beaucoup de bémols là-dessus parce que, comme pour l'instant, c'est vrai que je vois... Moi, j'ai plus d'hommes aujourd'hui. Je sais que c'est une particularité chez moi et que je suis dans le domaine du développement personnel un élément particulier à ce niveau-là, mais... il y a énormément d'hommes qu'on draine en stage et en atelier, etc. Et donc, on va enlever cette étiquette-là et dire que les hommes sont aussi très courageux. Est-ce que c'est OK pour vous?
Alors il y a Laure qui va, comme elle l'a proposé tout à l'heure, parler de son expérience personnelle, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui finalement n'a rien à voir et a fait l'expérience. Il y a déjà un moment en plus, donc ça a eu le temps de travailler un peu, et donc je trouvais ça une chouette idée. Si Laure est toujours d'accord. Je vais lui laisser déjà. Donc, je vais sortir de ma zone de confort, hein, comme Anne me l'a appris l'année dernière. Donc Anne a dit tout à l'heure qu'il y avait un avant et un après, et c'est vraiment pour moi ce qui me marque le plus en fait par rapport à mes stages. Et c'est vraiment ce que je ressens encore aujourd'hui, parce que ça fait, j'ai fait en juin l'année dernière, donc ça va faire bientôt 1 an. Je sais, pour avoir discuté avec certains d'entre vous, d'autres personnes qui m'ont appelé pour me demander des informations, qui me disent mais ok, on se rend bien compte que ça fait quelque chose sur le coup, mais est-ce qu'après coup les effets sont toujours là? Et je peux vous parler que de mon expérience à moi. Anne a pu vous dire ce qui s'est passé avec tous ceux qui ont fait le stage avec elle depuis 15 ans. Pour moi, il est clair que j'ai passé un cap en fait avec ce stage. J'ai vraiment... il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé pour moi derrière, alors j'essaye d'être concrète sans être trop précise hein, pour ceux qui le font, parce qu'on va vous donner exactement effectivement ce qui se passe pendant le stage. Mais voilà, moi ce que ça a fait, c'est que oui, ça m'a permis de mieux comprendre ce que Anne a commencé à vous expliquer ce soir par rapport au mécanisme de l'ego, à notre vision des choses, au schéma qu'on a mis en place, etc. Ça m'a permis effectivement de mieux comprendre tout ça, de mieux me mettre en position de témoin, comme elle disait tout à l'heure. Et clairement, le travail n'est jamais fini, et pour moi, c'est même pas qu'il n'est jamais fini, c'est qu'il a limite commencé avec le voyage des héros, c'est-à-dire que, en effet, on n'est jamais complètement heureux et apaisé dans le bonheur en se disant bah, c'est bon, maintenant j'ai tout compris, j'y vais comme ça. Par contre, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, et ça c'est devenu un plaisir pour moi de travailler dessus, parce que je me rends compte à quel point j'avance en fait, et c'est très plaisant, même si j'ai de grosses zones d'inconfort, toujours. Là aujourd'hui, pour moi, ce soir, même si peut-être vous ne le voyez pas, c'était aussi une zone d'inconfort, de parler devant vous tous de ma propre expérience, parce que c'est pas pareil qu'on le fait dans le cadre de son travail et qu'on maîtrise son sujet, que là on vient parler de quelque chose de plus personnel. Donc c'est une sortie de zone de confort pour moi, c'est une sortie de bocal. Je pense que ma soeur est là, je pense que certains de mes amis sont là, je pense qu'ils peuvent aussi témoigner des changements qu'ils ont vus aussi ces dernières années par rapport à moi, par rapport à mes relations avec les autres, par rapport à ma façon de fonctionner, de penser, d'être plus sereine. Je me sens plus sereine en fait, même si je disais j'ai effectivement des zones d'inconfort. J'ai eu ce sentiment, alors j'essaie de me remettre dans l'ambiance du stage, parce qu'effectivement il y a des choses qui sont... on a cette sensation de nettoyage en fait de certains schémas, de choses qui existent depuis des années. Mais tu parlais tout à l'heure de réparation en fait pendant le stage, et je pense que c'est ça effectivement qui est très marquant, c'est-à-dire que bon, pendant le stage il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties, beaucoup de choses qui se passent, qui remontent, etc. Mais parallèlement à ça, moi je me suis sentie tellement bien, c'est-à-dire que j'ai senti, c'est pas un hasard si le stage se fait à la plénitude, et je me souviens très bien quand tu as fait un tour de table là-bas, et pourtant on n'avait pas encore vraiment parlé de ta venue ici. Anne m'a demandé comme elle a demandé à d'autres, hein, comment je me sentais, et moi je ressentais un sentiment de plénitude, et c'est vraiment ce sentiment que j'ai ressenti en fait à la fin du stage, et c'est pour ça que c'est hyper symbolique, Isabelle, qu'on fasse ça, donc chez toi à la plénitude, ici à Saint-Martin. Donc voilà, j'ai senti vraiment ça, j'ai senti que j'avais la sensation que je me rapprochais plus de qui je suis vraiment, et ça c'est super agréable. Parce qu'on a comme cette sensation qu'il y a toutes ces carapaces qu'on a mis, toute cette carapace qu'on a mise, tous ces filtres qu'on a mis, tout ce jeu qu'on a l'impression de jouer, cette comédie qu'on a l'impression de jouer dans certaines situations dans notre vie, et qui fait qu'on n'est pas exactement nous-mêmes, et qu'on est obligé de rentrer dans un costume ou un cadre selon les situations qu'on vit. Tout ça est parti pendant le stage, quoi, et c'est assez hallucinant, parce que c'est vraiment un sentiment de plénitude, je sais pas d'autres mots, c'est de se sentir nous-mêmes. Enfin, je me suis sentie moi-même. J'ai eu la sensation de toucher en fait vraiment de près qui j'étais moi-même. Alors je ne dis pas que c'est resté éternellement, et que tous les jours je suis moi-même, et que je ne joue plus de rôle quand je suis en réunion dans mon travail, quand je suis face à un client, etc. Enfin voilà, ça c'est... Il y a toujours les règles de la société à respecter.
Mais je sens que je continue à me rapprocher de plus en plus de qui je suis vraiment. Vraiment, ça je le sens et c'est pas parti, c'est jamais parti depuis un an. Et puis voilà. Ceux qui arrivent à sauter le pas, il y en a déjà un certain nombre qui l'ont fait. Je pense pas que vous aurez l'opportunité, à moins que Anne décide de revenir tous les ans nous voir à Saint-Martin. Je pense pas que l'opportunité se représentera d'ici tout de suite, en tout cas. Vraiment, enfin voilà, c'est vous qui décidez. C'est une démarche qui est très personnelle parce que c'est aussi c'est une démarche qui est individuelle. Hein, c'est quand même ça demande un peu de courage, un peu d'audace, effectivement, comme disait Anne. Enfin maintenant voilà, je pense que vous l'avez compris, moi à aucun moment j'ai regretté et bien au contraire, et si j'avais pu le faire 10 ans avant, je l'aurais fait 10 ans avant parce que j'aurais gagné beaucoup de temps, mais c'est pas grave, j'ai fait à l'âge auquel je l'ai fait. Donc voilà, j'espère qu'il y en a parmi vous qui vont sauter le pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et, parce qu'il reste quelques places effectivement, et que c'est une vraie opportunité, comme disait Anne, c'est un vrai cadeau que vous faites à vous, et qui va changer beaucoup de choses et vous apporter beaucoup de choses, et être très porteur dans votre vie, et voilà, je vous le conseille en tout cas.